Donc bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de rejoindre cette visioconférence. Donc on va attaquer. Donc le but de cette conférence, c'est quoi? C'est comment bien débuter, mieux investir et franchir un cap dans votre trading. C'est vraiment cette dernière partie qui va nous intéresser. Et pour franchir un cap dans le trading, en fait, vous allez voir, je vais pas trop m'attacher à la théorie, à la technique. Pour moi, c'est 30% du job. Et puis c'est quelque chose que vous pouvez très bien apprendre dans les formations, notamment la stratégie du moins de risque. Et derrière, pour moi, l'essentiel, et on le voit, hein, que ce soit sur le chat ou sur le site, l'essentiel, c'est le mental. C'est le mental qui va faire la différence, qui va vous permettre de tenir votre stratégie, d'avoir la discipline justement, de mettre en œuvre la stratégie, de l'appliquer et derrière de laisser vivre vos trades ou au contraire de pouvoir couper vos pertes. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on va voir dans ces 30-40 minutes là, c'est comment se focaliser, comment améliorer son trading et comment, si vous débutez, avoir tout de suite les bonnes bases et ne pas perdre de temps et tout de suite avoir les bons principes et la bonne stratégie à mettre en place. Donc, on attaque. Donc, tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Julien Flo. Je trade depuis 2006 de manière très sérieuse, mais j'ai commencé réellement l'investissement et à m'y intéresser à partir de 1998, quand mon père m'a ouvert mon premier PEA, et j'avais des actions France Télécom à l'époque. Puis derrière, j'ai vécu mon premier crack, j'ai commencé à m'intéresser, à me documenter, mais c'est réellement qu'à partir de 2006 où je me suis réellement professionnalisé. Derrière, en 2008, j'ai ouvert le site graphcobourse.fr qui m'a permis de partager mes opinions, mes avis, mes analyses. Vous pouvez le voir, je partage tout en toute transparence, mes bons coups comme mes moins bons coups. Hein, pour moi, c'est là l'essentiel, c'est de tout partager en transparence. Je ne me contente pas de vous donner mes trades a posteriori, puisque ça c'est trop facile. Je vous dis en direct à chaque fois, tout de suite quand je prends une position. J'explique également comment, pourquoi je prends la position, qu'est-ce qui me fait prendre la position, et puis éventuellement pourquoi c'était un bon coup, pourquoi c'était un mauvais coup, pour que ça vous serve également dans votre apprentissage. Et je vous encourage à faire exactement la même chose pour faire évoluer votre trading. On va en reparler. Donc GraphCO Bourse depuis 2008. C'est aujourd'hui quand même 4000 visiteurs par jour, donc merci énormément de me suivre. Ça demande beaucoup de boulot, mais pour moi c'est un gros plaisir de pouvoir partager et de pouvoir rompre un petit peu cette solitude du trader. Et puis derrière, la stratégie du moindre risque que j'ai mis plusieurs années à mettre en place. Voilà, c'est vraiment pour moi un plaisir et une volonté et un désir de partager pour vous faire gagner du temps, pour vous faire utiliser tout de suite les bonnes méthodes, les bons principes. Derrière, je suis également auteur de plusieurs livres qui ont été vendus à plus de 1000 exemplaires, sur Amazon notamment. Et puis, ce que je veux tout simplement, c'est essayer de vous transmettre le maximum. Dorénavant, ma stratégie du moindre risque a fonctionné pour moi. Et ce que je veux essentiellement, c'est pouvoir donc la transmettre et qu'elle puisse fonctionner pour vous. Donc dans cette conférence, on va arrêter le blabla. Donc pas de blabla, je vais aller directement à l'essentiel. Derrière, il va y avoir certaines choses que des personnes un peu plus aguerries en bourse connaissent. Alors ne vous arrêtez pas au fait que vous connaissez déjà. Si je le répète, c'est que c'est très important et c'est que ça fait la différence. Donc réellement, il faut rabâcher continuellement. Les clés pour réussir en bourse ne sont pas très nombreuses. Il y a beaucoup de méthodes qui ne fonctionnent pas. Il y a très peu de techniques qui fonctionnent. Et donc en fait, c'est pas parce que vous l'avez déjà lu, etc. Que c'est pas bon. C'est au contraire qu'il faut se focaliser là-dessus et qu'il faut voir comment vous pouvez l'intégrer d'une meilleure façon dans votre trading au quotidien pour réellement l'utiliser et l'appliquer. C'est ça qui fera la différence. Donc au niveau de cette présentation, donc il va y avoir plusieurs modules. Donc on va parler du mindset. Le mindset, l'approche mentale que vous avez par rapport au trading, c'est très important. Il faut complètement révolutionner cette approche-là parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous limite justement. Derrière, je vais faire un rapide tour, notamment pour les débutants, sur qu'est-ce qu'est la bourse, pourquoi il faut investir, comprendre comment investir, le PEA ou le compte titre. J'ai souvent la question, je vais y répondre là. Avec combien d'argent commencer aussi, une question qui revient souvent. Quel courtier, l'importance des frais, les ordres et puis le matériel. Derrière, on va attaquer les choses sérieuses. C'est tout simplement les trois méthodes pour gagner en bourse: analyse fondamentale, technique
et puis la bonne méthode. Vous verrez que justement la bonne méthode, c'est la méthode qui est hybride. Derrière, on va regarder des exemples concrets pour bien utiliser la méthode, que ce soit à court terme ou à long terme, puisqu'elle est complètement applicable et tout ce que je vais vous donner, c'est complètement applicable pour un day trader, un scalper, donc à court terme, comme pour un swing trader moyen terme ou un investisseur de long terme. Derrière, on va parler succinctement de la stratégie du moindre risque, qui est la stratégie que j'utilise aujourd'hui au quotidien. Et puis derrière, on va clôturer cette présentation, ouvrir la session de questions-réponses, et puis on pourra dire que ce sera à vous de jouer. Allez, on attaque. Donc un premier tableau, l'idée c'est de vous dire que la plupart des gens, quand on parle investissement, ils pensent tout de suite immobilier, ils pensent livret A, ils pensent assurance vie. Donc pour moi, et on va le voir dans la diapo d'après, pour moi tout simplement que ce soit des liquidités, donc sur de livret A, que ce soit de l'immobilier ou de l'assurance vie, c'est uniquement là pour vous protéger de l'inflation. Et le but c'est de vous protéger contre l'inflation. Pour réellement faire augmenter votre patrimoine et vraiment avoir un rendement, il va falloir aller vers entre parenthèses, ce qu'on appelle les affaires, c'est-à-dire les actions et les obligations. Donc c'est vraiment ça qui est important. Aujourd'hui, la majorité des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas suffisamment diversifiés et qu'ils disposent de l'essentiel de leur patrimoine très souvent dans l'immobilier. Donc, tout ça, tout simplement, il faut l'avoir en tête, c'est que votre diversification n'est pas réelle. Vous avez souvent un job en France, vous avez un plan d'épargne action avec uniquement les actions de votre boîte, et puis derrière, vous avez uniquement, on va dire, des biens immobiliers en France. Donc, l'avantage d'investir en bourse, c'est que ça va vous permettre de diversifier sur d'autres marchés, que ce soit des marchés émergents, des marchés américains, sur d'autres actifs, que ce soit également des obligations qui sont des créances. Donc vous allez recevoir non pas un dividende qui est un rendement comme vous pouvez l'avoir sur les actions, mais où vous allez recevoir tout simplement un taux d'intérêt. Derrière également, il va y avoir des produits comme les trackers qui vont vous permettre d'investir sur différentes classes d'actifs pour justement diversifier en très peu de produits votre portefeuille. Donc pour moi, réellement, il ne faut pas oublier que la bourse et les actions et les obligations font partie d'une gestion de patrimoine totalement diversifiée. Alors juste pour remettre les choses dans leur contexte, donc vous voyez ici, on a un graphique sur 30 ans de la performance un petit peu de toutes les classes d'actifs. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai également mis l'inflation. Donc vous devez, à chaque fois que vous investissez, que ce soit de l'immobilier, que ce soit dans votre livret A, que ce soit dans votre assurance vie, vous devez toujours prendre en compte l'inflation. Pourquoi l'inflation? C'est l'augmentation des prix. Ça veut dire que si vous avez une augmentation de prix de 2% par an et que l'assurance vie vous rapporte 2% par an, et ben globalement vous faites zéro. C'est pour ça que je dis qu'une assurance vie en euros, un livret A, c'est uniquement de la protection contre l'inflation. Et même l'immobilier, c'est uniquement une protection contre l'inflation. Alors, on peut tout à fait arguer sur le fait que sur les 15 dernières années, vous avez eu une hausse forte et exponentielle du marché immobilier. C'est historiquement très rare. D'ailleurs, si vous regardez sur la courbe de l'immobilier, en fait, on se rend compte que sur plus de 100 ans, alors j'ai pas la courbe là, mais je sais que sur plus de 100 ans, l'immobilier vous protège de l'inflation. C'est juste récemment, à partir des années 2002-2003, que vous avez eu une forte augmentation de l'immobilier. Ça ne veut pas dire que ça va continuer. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'immobilier, c'est avant tout un placement qui est là pour vous protéger contre l'inflation. Donc derrière, c'est ce qu'on retrouve ici. La clé pour bien investir, c'est d'utiliser donc les trois leviers. C'est la liquidité, parce que la liquidité, c'est quoi? C'est là pour vous protéger des pertes en capital. Mais par contre, les liquidités, elles se font bouffer par l'inflation. C'est-à-dire que si vous avez trop de liquidités et pas assez du reste, et ben petit à petit, l'inflation grignote vos liquidités et elles valent donc 1 euro aujourd'hui, vaudra de moins en moins chaque année avec de l'inflation. Et avec les taux d'intérêt qui
sont bas, avec également donc cette relance, que ce soit européenne ou américaine, vous pouvez être sûr et certain que dans les années à venir, vous allez avoir une augmentation de l'inflation. Donc vous devez vous préparer et vous protéger contre cette augmentation d'inflation. Donc les liquidités, c'est bien, ça vous permet de vivre, ça vous permet de conserver votre confort de vie, mais il ne faut pas trop en avoir parce que ça se fait grignoter tout simplement par l'inflation. Même le livret A, qui est censé en fait vous donner une rentabilité juste au niveau de l'inflation pour vous protéger contre cette inflation, comme le taux n'est changé que tous les 6 mois, en fait vous allez toujours avoir un délai qui fera que vous serez un petit peu perdant même sur votre livret A. Derrière, on a la terre. Et la terre, donc, si on parle d'il y a 200 ou 300 ans, ce qui était important, c'était de disposer de la terre. Aujourd'hui, ce qui est important, je pense également que c'est important de disposer de la terre, mais c'est important également de disposer de l'immobilier. L'immobilier pour vous protéger avant tout contre l'inflation. Votre résidence principale, c'est avant tout une protection contre l'inflation. Et derrière les affaires, donc là on est sur du risque, on va chercher du rendement, c'est vraiment là où on va chercher le maximum du rendement et on va risquer du capital, et donc ça c'est les actions et les obligations. Derrière, donc là, ce qui est important, c'est la magie des intérêts composés. Donc, Albert Einstein a dit tout simplement que les intérêts composés, c'était tout simplement la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne les comprend pas les paie. Alors, je vous ai mis un petit chart ici. On a pris un exemple, un capital de départ de 1000 €. Partons du principe qu'on a un rendement de 10%. Alors un rendement de 10%, vous allez l'obtenir uniquement en prenant du risque donc, et en allant sur les marchés financiers. Et un effort d'épargne de 100 € par mois. Ce que vous avez au bout de 30 ans, vous avez 234 582 € et 37 000 €, donc 37 000 € d'épargne. C'est-à-dire que 234 000 moins les 37 000 € d'épargne, c'est que des intérêts. C'est-à-dire c'est que les intérêts qui ont été générés sur les intérêts. C'est pour ça que quand vous investissez en bourse ou quand tout simplement vous placez votre argent, vous devez toujours avoir cette idée d'intérêt composé en tête. Tout simplement, puisque c'est ça qui va ramener et générer de plus en plus de capital. C'est pour ça que quand on parle de vivre en bourse, vivre de la bourse et se dégager un salaire, il ne faut pas oublier que se dégager un salaire de ces gains boursiers, c'est également ne pas réinvestir ces gains-là. Et donc, du coup, ne pas pouvoir générer un intérêt composé sur ce capital supplémentaire-là. Donc ça, il faut prendre en tête. C'est-à-dire que les personnes qui veulent vivre de la bourse, c'est pas en gagnant 1000 ou 2000 € par mois que vous allez vivre de la bourse. Il faut avoir un capital substantiel. Et ça, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui le disent. Vraiment, pour avoir l'envie de vivre de la bourse, pouvoir se dégager un salaire, tout en pouvant réinvestir une part non négligeable de ses gains de manière à pouvoir augmenter son capital et faire grossir son capital comme ça rapidement, il va tout simplement vous falloir un gros capital de départ. Donc derrière, on arrive sur la bourse. Donc la bourse, tout simplement, ça remonte à quand? Donc pour la plupart des gens, ça remonte à 300-400 ans et la plupart des gens ont en tête la bulle des tulipes et puis la bulle spéculative qu'il y a eu sur les sociétés de navigation d'abord et puis sur les sociétés de chemin de fer ensuite à la révolution industrielle. Il y a eu toute une succession de bulles, dont les plus récentes évidemment sur les technologies en 2000 et puis sur les valeurs bancaires derrière, juste avant les subprimes. Pour moi, on peut parler de la bourse, enfin, on peut le faire remonter jusqu'à la Grèce antique, tout simplement parce que avant cela, en fait, la Grèce la Grèce a grandi tout simplement grâce au commerce et notamment grâce aux expéditions, donc en bateau, qui allaient chercher diverses épices et même des esclaves pour les ramener derrière et puis les revendre en Grèce et ou sur d'autres nations. Et vraiment, l'important, c'est que donc, ces expéditions coûtaient énormément d'argent. Et donc, plutôt que d'emprunter à la banque, à l'équivalent de la banque de l'époque, eh ben,
Au bout d'un moment, les expéditeurs se sont retrouvés acculés à ne pas pouvoir lancer leur expédition qui demandait de plus en plus d'argent, tout simplement puisque les banques étaient frileuses et ne voulaient pas leur prêter autant d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher ce que l'on appelle donc des mécènes, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher dans les nobles, dans les personnes qui avaient de l'épargne, et ils leur ont proposé de participer financièrement à ces expéditions, et en contrepartie, de recevoir une part du butin et une part de la vente. Qu'est-ce que c'est? C'est rien de plus que la bourse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui vont s'introduire en bourse pour la simple et seule raison que emprunter de l'argent à la banque, c'est bien, mais c'est limité en termes de ressources et surtout, ça coûte très cher. Vous avez un taux d'intérêt qui est important. La seconde solution que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir le capital de votre société, mais de la garder, de ne pas l'introduire en bourse, juste de l'ouvrir à des investisseurs privés. Et donc à ce moment-là, la seule perte que vous avez, c'est que vous avez une perte de contrôle un petit peu, puisqu'il y a d'autres investisseurs qui vont prendre du capital et donc prendre des droits de vote de votre société et donc prendre un petit peu de contrôle. Mais par contre, l'avantage, c'est que ça ne vous coûte pas grand-chose, entre guillemets, mis à part la perte de contrôle. La raison qui pousse les entreprises à se lancer en bourse et à ouvrir leur capital en bourse, c'est de pouvoir capter l'épargne de vous, de moi, des épargnants en général. Et ça a un coût qui est important, c'est-à-dire à peu près 10% de la levée de fonds, mais ça facilite les choses. C'est que tout de suite, plutôt que d'essayer de chercher pendant de longs mois des investisseurs privés, et bien là, tout de suite, on va avoir une notoriété, on va pouvoir capter une plus grosse épargne qui va permettre à l'entreprise de pouvoir avoir les fonds disponibles pour mettre en place sa stratégie à long terme, et donc ça va lui permettre de se financer. Donc derrière, en fait, la contrepartie, c'est simple, c'est que vous allez être actionnaire et vous allez recevoir des dividendes. C'est-à-dire dans la Grèce antique, vous receviez une part du butin. Ici, vous allez recevoir une part des bénéfices de l'entreprise. Et donc ça, ce sont les dividendes. Donc derrière, j'aimerais tordre quelques idées reçues, notamment sur le cours de bourse. Alors, on voit la plupart des gens qui, quand ils voient un cours de bourse s'effondrer, sont en train tout simplement de se dire « Ah, ça y est, l'entreprise va mal, l'entreprise est en train de perdre de l'argent. » Et les médias qui rajoutent, en règle générale, X milliards sont partis en fumée aujourd'hui sur telle entreprise, parce que tout simplement son cours de bourse a baissé de 10%, donc sa capitalisation boursière, qui est le cours de bourse multiplié par le nombre d'actions, a également perdu 10%. Donc la valeur en bourse de la société vaut 10% de moins. Mais cet argent, il n'est pas parti en fumée, il est parti nulle part, puisqu'il faut bien se dire qu'une fois que l'entreprise a récolté les fonds et s'est introduit en bourse, la valeur réelle de l'entreprise n'a rien à voir avec la valeur en bourse. Et même si les actions devaient coter 1 centime d'euro, ça n'a aucun impact sur la santé financière de la société. Ça a un impact sur sa notoriété, sur la mauvaise presse, etc. Personne ne veut avoir un cours en dessous de 1 euro. Les penny stocks ont très mauvaise presse. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez énormément de groupes, dès que leur action est trop longtemps sous la barre des 1 euro, et donc leur envoie une trop mauvaise image aux épargnants, aux investisseurs, et ben ils vont faire ce qu'on appelle un regroupement d'actions, de manière à pouvoir réduire leur nombre d'actions, mais augmenter la valeur, c'est-à-dire que la capitalisation boursière ne change pas. Ce qui change, c'est le cours de l'action qui vaudra plusieurs euros cette fois-ci, mais vous aurez moins d'actions disponibles sur le marché. Et c'est uniquement ça qui permet de regonfler un petit peu la notoriété. Évidemment, un cours de bourse qui augmente, ça gonfle la notoriété de l'entreprise, mais ça ne rapporte rien à l'entreprise. L'entreprise, elle a levé son argent à l'introduction, point barre. Les fluctuations derrière de ces actions ne changent en rien et n'impactent en rien la santé financière de l'entreprise. Donc derrière, vous avez... On va parler du cours de bourse. Donc le cours de bourse, qu'est-ce que c'est que le cours de bourse? C'est la dernière transaction que vous avez entre le premier acheteur et le vendeur. Donc en fait, il faut qu'il y ait une transaction.
Donc vous allez avoir un acheteur qui demande à tel prix, vous allez avoir un vendeur qui est à un autre prix, et tant que vous n'avez pas soit l'acheteur qui décide d'acheter au prix du vendeur, soit le vendeur qui décide de vendre au prix de l'acheteur, vous n'allez pas avoir transaction. Lorsque vous regardez le cours, et le dernier cours est équivalent à la dernière transaction, c'est-à-dire qu'entre-temps, le carnet d'ordre à l'intérieur duquel vous allez retrouver toutes les actions, tous les ordres en cours sur l'action, lui, il peut très bien être à un cours différent, mais tant qu'il n'y a pas de transaction, tant qu'il n'y a pas de relation entre l'offre et la demande, vous n'allez pas avoir un cours supplémentaire. Donc le carnet d'ordre, c'est ce qui va vous permettre de reconnaître également, mis à part le graphique, la liquidité d'une action ou son illiquidité. Alors ça, c'est très important pour vous avant d'investir sur des actions. C'est que il faut toujours regarder trois choses. Donc il faut que vous regardiez dans un carnet d'ordre, est-ce qu'il est liquide? Dans le sens, est-ce que vous avez suffisamment d'actions et suffisamment de titres disponibles à l'achat et à la vente avec un spread, donc la différence entre l'acheteur et le vendeur, qui est très réduit. Donc en règle générale, on cherche du centime d'euro, voire du centime d'euro pour les grosses caps qui cotent comme cela. Donc là, ce qui va être très important pour nous, c'est de regarder ce carnet d'ordre pour regarder la liquidité du titre. Si vous avez suffisamment d'actions par rapport à ce que vous voulez investir, si vous avez également entre l'acheteur et le vendeur, et puis derrière dans le carnet d'ordre du monde à chaque centime d'euro, et bien là, c'est quelque chose qui va être suffisamment liquide. Vous devez toujours, avant d'investir sur une action, vérifier combien vous voulez mettre. Si vous voulez acheter 3000 titres, si vous avez la capacité et le capital de prendre 3000 titres, vous devez regarder dans le carnet d'ordre. Et si l'action n'a que 400 titres ou 300 titres à chaque fois il y a 10 centimes d'euros ou 20 centimes d'euros d'écart sur les acheteurs, vous êtes trop gros par rapport à l'action. Et ça, c'est une action qui va être trop illiquide pour vous, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas suffisamment de transactions, et quand il y aura des transactions également, ça va trop varier. Donc ça, en fait, les carnets d'ordre qu'on appelle qui sont troués, qui sont vides, ça va amener également de la volatilité, c'est-à-dire qu'il va suffire de quelques ordres, de quelques centaines d'actions, de quelques milliers d'actions pour faire varier le cours de l'action grandement. Et ça également, vous devez vous en méfier, ou tout du moins avant d'investir, vous devez le suivre et vous devez justement vous en imprégner et le regarder. Donc le carnet d'ordre, c'est quelque chose d'essentiel à regarder également avant tout investissement pour savoir exactement si par rapport à votre capital, à votre taille de portefeuille, vous pouvez vous permettre de prendre la taille de position que vous voulez prendre. Parce que aller sur un portefeuille, aller sur un carnet d'ordre en fait qui est illiquide et sur une trop grosse position, et ben d'une part vous allez avoir du mal à acheter vos titres et vous allez certainement les surpayer. Et puis surtout le gros risque, c'est de ne pas pouvoir sortir facilement. Et l'avantage de la bourse par rapport à tous les autres actifs, c'est de pouvoir échanger vos actions sur un marché qui vous permet tout simplement de rentrer et de sortir facilement. Donc vous avez une disponibilité de votre capital à tout instant. C'est ça qui est vraiment important. Donc derrière, on va répondre avec combien débuter et quels outils. Alors j'ai souvent la question avec combien d'argent débuter. Ben, c'est simple, il faut savoir déjà, pour moi, la vraie réponse à ça, c'est pas 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Non, c'est avant tout, vous devez débuter. Vous débutez avec la somme que vous avez et la somme avec laquelle vous devez débuter en bourse, c'est tout simplement de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans votre vie quotidienne, dans votre confort quotidien. Et donc tout simplement, vous devez être prêt mentalement à perdre cet argent et ça ne doit absolument rien changer dans votre vie de tous les jours, dans votre confort de tous les jours. C'est ça qui est vraiment important. Parce que si vous mettez de l'argent dont vous avez besoin, si vous mettez une somme d'argent qui est importante à vos yeux, qui représente quelque chose, et bien tout simplement, vous allez trader avec beaucoup trop d'émotions, vous allez investir avec toutes les émotions du monde, vous n'allez pas respecter avec discipline la stratégie, ça va être impossible. Et on va le voir plus tard un petit peu, tout ce que ça peut vous coûter de ne pas avoir la discipline de tenir vos positions, tenir votre stratégie, votre plan de trading et donc de trader tout de suite avec les émotions. Donc derrière,
il y a plusieurs risques. Si vous êtes sous-capitalisé en bourse, c'est-à-dire que vous avez 200, 300 euros, 1000 euros, vous êtes sous-capitalisé, c'est-à-dire que vous devez toujours penser aux frais et à la réduction des frais. Et donc, si vous êtes sous-capitalisé avec un petit portefeuille, vous avez un petit peu une obligation de prendre plus de risques qu'un portefeuille plus important. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas diversifier comme un gros portefeuille peut diversifier et vous devez aller chercher rapidement de la performance pour obtenir une taille optimum de votre portefeuille. Donc moi, essentiellement, je dis que pour vraiment bien débuter en bourse, on peut débuter avec n'importe quelle somme, mais on va commencer à pouvoir mettre en place de la diversification, de la bonne gestion et du money management à partir du moment où on va mettre 3 000, 4 000, 5 000 euros en bourse. Évidemment, plus vous avez d'argent à mettre en bourse, mieux c'est, puisque ça va vous permettre tout de suite de pouvoir équilibrer un petit peu équilibrer tout simplement votre portefeuille et derrière de pouvoir diversifier et mettre en place la stratégie d'une manière disciplinée. Mais que ce soit 1000 euros ou 10 000 euros, il faut que ces 1000 euros ou 10 000 euros représentent quelque chose que vous pouvez vous permettre de perdre sans que ça change votre quotidien, sans que ça vous empêche d'investir dans l'immobilier si vous avez besoin d'acheter votre résidence principale, sans que ça vous empêche de pouvoir investir dans vos études, sans que ça vous empêche de pouvoir payer les études de vos enfants, etc., etc. Il faut vraiment que ce soit de l'argent en plus, de l'argent en surplus. C'est ça vraiment la loi. Donc attention au risque d'être sous-capitalisé, puisque vous êtes obligé de ne pas vous diversifier et au contraire d'avoir une ou deux ou trois actions maximum et donc de prendre un peu plus de risques puisque vous ne pouvez pas diversifier votre portefeuille. Et derrière, ça peut vous pousser également à aller chercher des penny stocks parce que vous allez chercher de la rentabilité. Donc vous allez, sans vous en rendre compte, aller chercher soit de l'effet de levier pour augmenter cette taille de position, soit vous allez chercher tout simplement de la prise de risque via des actions volatiles et souvent donc des petites capitalisations. Donc là, il faut faire attention, on peut le faire, mais il faut le faire avec la bonne stratégie et la problématique de la majorité des débutants, c'est qu'ils se lancent tout de suite sur ce qui est le plus dur, c'est-à-dire du trading de court terme avec de l'effet de levier et sans formation, sans bagage technique, sans bagage surtout mental dans la gestion de leurs émotions. Et là, tout de suite, ça fait donc très très mal. Donc la clé, ça doit être de réduire les frais. Derrière, lorsque vous débutez, vous devrez ouvrir un portefeuille virtuel pour comprendre comment la plateforme fonctionne. Le but du portefeuille virtuel, c'est vraiment pour comprendre comment la plateforme fonctionne, comment vous pouvez passer les ordres, etc. C'est pas le but de rester en portefeuille virtuel déjà en mettant une somme qui est totalement utopique par rapport à la somme que vous pouvez réellement investir en bourse, non. Le but vraiment du portefeuille virtuel, c'est de pouvoir simuler. Il y a une chose que le portefeuille virtuel va pas pouvoir simuler, c'est les émotions, et c'est 70% du trade. C'est pour ça que dès que vous le pouvez rapidement, une fois que vous avez bien compris les ordres, etc., vous devez vous lancer en réel. Mais vous ne devez pas vous lancer en réel avec 100% de votre capital, mais seulement 10%. Justement, ça va vous permettre de survivre assez longtemps pour pouvoir apprendre. Et c'est ça le but, c'est de pouvoir apprendre et de pouvoir maîtriser sa stratégie, maîtriser ses émotions. Et au fur et à mesure où vous prenez confiance, au fur et à mesure où vous avez des trades gagnants, où vous vous sentez de plus en plus en confiance, vous augmentez de 10% à chaque fois sur 2 semaines, 3 semaines et ainsi de suite pour arriver à votre capital global. C'est comme cela que vous devez apprendre et tendre justement vers votre apprentissage pour derrière commencer en bourse. Les meilleurs courtiers. Donc, je connais pas tous les courtiers. Pour moi, les meilleurs courtiers aujourd'hui, lorsque vous voulez investir que ce soit sur du PEA ou sur du compte titre, vous avez tout simplement sur le Crédit Agricole Investor. Alors, vous avez le standard et l'intégral. Pour l'intégral, il y a un coût jusqu'à 24 transactions par an. Je pense que les 24 transactions par an, la plupart des gens peuvent le faire. Donc, derrière, c'est gratuit. Donc, Crédit Agricole Investor est au niveau des frais vraiment intéressant. Vous pouvez ouvrir un PEA et c'est 0,09% de frais là-dessus. Derrière, vous avez Bink également qui est à 0,10%. Alors, en dessous de 10 000 euros, vous avez différentes tranches.
Et au-dessus de 10 000 euros, c'est 0,10%. Là également, vous pouvez ouvrir un PEA chez Bink. C'est très bien également. Compte titre, vous avez Pro Real Time Trading qui fonctionne avec Interactive Broker. Là aussi, vous êtes sur le même niveau de frais, 0,10%. Et puis derrière, il y a Bourse Direct également. Mais pour moi, la plateforme n'est pas suffisamment robuste. Et c'est plutôt, ça peut être intéressant pour des tout petits comptes. Et surtout pour les petits comptes, pour moi, ce qui va être très intéressant, c'est 2Giro. Donc 2Giro vraiment à des frais vraiment pas chers. Et pour moi, si vous avez un petit compte en dessous de 1000 ou 2000 euros, ça doit être votre courtier à privilégier. Dès que vous êtes au-dessus de 2000, 3000 euros, vous pouvez commencer à ouvrir un PEA, soit au Crédit Agricole avec Investor, soit chez Bink, si vous ne voulez pas aller dans les banques de réseau. Mis à part Crédit Agricole avec son Store Investor, je n'ai pas connaissance pour les autres banques de réseau d'un service aussi intéressant. La plupart vous prennent des frais minimum de 8 ou 9 euros. Et donc évitez ça. Il faut que les frais pour qu'ils soient intéressants soient en deçà de 0,10%. Ça, c'est vraiment très important. Évitez également, donc au niveau, juste pour finir, les marchés US. Pour moi, il n'y a que 2Giro qui est vraiment intéressant au niveau des tarifs. Les autres sont bien plus chers. Évitez les courtiers qui ne sont pas régulés AMF ou au moins en Angleterre. Évitez tout ce qui est basé à Chypre, à Malte ou autre paradis fiscal. Évitez les soi-disant traders vous promettant monts et merveilles et les soi-disant outils de trading gratuits qui sont nécessairement affiliés à un broker qui est véreux. Méfiez-vous en fait de tout ce qui est gratuit puisque derrière on va chercher à vous récupérer, la personne va chercher à récupérer des commissions tout simplement en vous proposant de passer par un autre broker, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc faites très attention à ça. Prenez à chaque fois quand même du reconnu, du connu et du reconnu. Au niveau du matériel. Alors le matériel, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Plus vous êtes long terme et moins vous avez besoin de matériel. Plus vous êtes court terme et plus vous avez besoin de matériel. Donc un PC portable peut largement suffire avec un écran pour au moins voir un écran externe pour au moins voir les graphiques suffisamment grands. Derrière une connexion internet, ça suffit. Au fur et à mesure où votre unité de temps descend et donc vous investissez de plus en plus à court terme, vous devez augmenter le nombre de moniteurs. Alors moi, j'aime pas avoir 18 000 moniteurs. Je préfère, et après vous devez voir avec votre confort, mais au niveau du confort, c'est plus intéressant d'avoir moins de moniteurs mais plus grands. Alors je vois souvent des stations de trading avec 8 ou 10 écrans qui font 22 ou 24 pouces. Moi personnellement je préfère avoir beaucoup moins d'écrans. D'ailleurs moi j'en ai que 3 plus le quatrième qui est mon ordinateur portable. Et par contre c'est minimum des 27 pouces et mon central c'est un 32 pouces. Donc moi j'aime bien voir les choses en grand pour éviter de scroller, pour être le plus réactif possible, puisque c'est ça que vous devez chercher. Plus vous tradez à court terme, plus vous devez être réactif, moins vous devez jongler entre les pages, et donc plus vous devez avoir des écrans grands pour pouvoir avoir tout à l'écran sans devoir scroller. Donc derrière, ce qui va vraiment être important, c'est votre connexion internet. Plus vous investissez à court terme et plus vous devez avoir de backup en fait. Donc au niveau moi de ma station de trading, j'investis à court terme comme à long terme. Donc comme j'ai dit, j'ai 3 écrans externes, j'ai un PC portable qui me sert essentiellement de backup, j'ai un PC de bureau. Comme ça, si le courant tombe, j'ai mon PC portable qui peut prendre le relais. Et surtout, si mon Wi-Fi tombe, j'ai non seulement mon téléphone portable qui a une puce 4G, mais j'ai également un routeur à part avec une puce 4G à part également qui peut prendre le relais. Donc plus vous investissez à court terme et plus vous devez vous assurer que si vous avez quelque chose qui tombe en panne, vous avez une solution de secours. C'est ça qui est le plus important. Donc la taille d'écran ou le nombre d'écrans derrière, c'est en fonction de vous, en fonction de ce qui est confortable pour vous. Et votre station de trading, ça doit vous ressembler à vous, à votre trading, et vous devez donc l'adapter à cela. C'est ça le plus important. Donc investir sur le PA ou sur le compte titre, ça c'est une grosse question. Il faut tout simplement, si vous êtes français et que vous investissez donc sur des valeurs françaises éligibles au PEA, il faut ouvrir votre PEA le plus tôt possible, fiscalement parlant, tout simplement, c'est ce qui est avantageux. Ce n'est que quand vous commencez à vous intéresser à d'autres valeurs qui sont non éligibles au PEA ou à d'autres trackers, etc. ou d'autres actifs, matières premières qui ne sont pas éligibles au PEA ou des valeurs américaines par exemple, que vous devez ouvrir un compte titre.
À partir de ce moment-là, vous devez avoir tout simplement les deux. Et puis au fur et à mesure où votre compte de trading grossit, ce qui est important également, c'est d'avoir plusieurs courtiers. Parce que chaque courtier va avoir des avantages et des inconvénients. Et donc en ayant 2 ou 3 courtiers, vous allez pouvoir du coup diversifier et profiter des avantages de chacun. Et à chaque fois, les avantages de l'un sont les défauts de l'autre, les défauts de l'un sont les avantages de l'autre. Donc vous allez pouvoir du coup lisser un petit peu tout ça et ne pas dépendre de quelques défauts en restant bloqué sur un courtier. Donc vraiment un autre conseil, c'est de pousser cela. Donc toujours, le PEA pour moi en premier lieu, pensez impôt avant de penser profit, et puis derrière le compte titre. Les sites et outils d'analyse, pour moi boursier.com est très bon en termes d'infos, vous avez Zone Bourse derrière. Zone Bourse a l'avantage d'avoir également des graphiques gratuits qui sont liés à TradingView. Donc TradingView aussi c'est gratuit et vous pouvez avoir toutes les unités de temps. Personnellement, j'utilise Pro Realtime et Pro Realtime est payant. Il peut devenir très très cher plus vous suivez de marché. Donc l'alternative pour celles et ceux qui veulent avoir quelque chose de gratuit, c'est de passer sur TradingView. Derrière, pour les actions américaines, vous avez Stock Charts. Donc un particulier peut-il gagner en bourse? Investir relève plus de l'art que de la science, mais cet art s'apprend. Le succès vient donc du savoir et surtout de l'expérience. Les qualités nécessaires pour trader, la curiosité, la patience, la discipline, la passion parce qu'il va falloir persévérer. Donc la remise en question de soi, l'humilité. Donc ça c'est très important. L'humilité, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir continuer. Donc pour tendre vers la réussite en bourse, il faut avoir une méthode simple. Mais cela requiert toute une expertise et une longue expérience pour simplifier les choses et tendre vers une méthode optimale. Mais vous avez de la chance, je vous mâche tout pour vous faire gagner ce temps précieux. En bourse, la bourse est donc plus un défi psychologique qu'intellectuel. La plupart des personnes qui ne débutent pas et qui ont justement de l'expérience en bourse, vous vous rendrez compte que vous avez un défi qui est plus psychologique, mental, que sur votre technique. Le mental prend vraiment le dessus. Donc, quoi que l'on fasse, la bourse restera le temple des regrets, mais il est possible de gagner régulièrement et durablement, de ne plus avoir peur de passer à l'action ou de perdre ou reperdre ses gains. Pour gagner en bourse, il est important de comprendre la psychologie des foules plus qu'un bilan. La première chose à faire est d'arrêter de lire toutes les informations. Vous êtes noyé sur les informations. Trop d'informations tuent l'information. La majorité des informations, elles ne sont pas pertinentes pour vous, elles ne sont pas pertinentes pour l'action que vous suivez. Et le cours de bourse et son graphique historique sont une source d'informations bien plus simple à analyser et pertinente. Tout est dans le prix. Si vous avez une chose à retenir, c'est que tout est dans le prix, tout est déjà dans le prix. Il existe 1000 façons de perdre en bourse. 95% des investisseurs en bourse perdent. Pourquoi ? Parce que 99% d'entre eux, ils utilisent des produits dérivés, ils utilisent des effets de levier, ils font du trading à court terme, ce qui demande le plus de compétences, ce qui demande le plus de psychologie et de discipline, et ce qui demande le plus d'expérience pour arriver à y gagner. Donc en fait, les débutants, ils commencent tout de suite sur ce qu'il y a de plus difficile. Donc c'est normal que la grande majorité d'entre eux n'y arrivent pas, surtout que la grande majorité se lance sans avoir une formation préalable. Et donc plus que tout, pour du trading de court terme ou du moyen terme, vous devez absolument avoir une formation avant de commencer. Pour du long terme, vous êtes sur des espaces de temps, vous pouvez lisser sur le temps, etc. Et il peut y avoir un peu plus la chance du débutant qui peut rentrer en ligne de compte. À court terme, vous payez tout de suite. Donc là, tout de suite, vous avez l'importance de se former et pour pouvoir faire ses armes. Donc, la taille des fonds gérés est un lourd handicap. Et donc pour moi, le particulier, là où il a un avantage, c'est que sa taille de fonds, lui, elle est complètement gérable. Il peut rentrer et sortir de la plupart des valeurs, mis à part les toutes petites valeurs qui sont illiquides, même pour un particulier. Il peut également décider de rentrer ou de sortir dans telle ou telle action sans devoir en référer à un patron, sans devoir référer à un club d'actionnaires, sans devoir y référer justement à tout un comité de direction, contrairement aux pros. Les pros, eux, lorsqu'ils rentrent, ils doivent rentrer sur énormément de temps. Ils ne peuvent pas rentrer en une fois, ils doivent
espacer leur entrée. Ce qui fait que derrière, il y a tout un tas de titres sur lesquels les pros aimeraient bien pouvoir investir, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont trop gros par rapport à cette action-là. Et du coup, ça servirait à rien d'investir tout petit parce qu'ils gagneraient des clopinettes dessus. Donc, ils préfèrent se concentrer sur des plus larges entreprises, avoir un rendement moindre, mais sur un plus large capital. Donc derrière, c'est ça vraiment la taille des fonds, c'est ça qui est important et qui donne pour moi un vrai avantage aux particuliers. Donc les manières de gagner en bourse. Donc comment gagner en bourse? Donc vous avez deux manières. Vous avez soit vous allez être actif, soit vous allez être passif. Donc quand on décide d'être actif, ça veut dire qu'on veut gagner en bourse grâce à la valorisation de l'action. C'est-à-dire que l'on veut que la valorisation de l'action augmente, c'est-à-dire que son prix augmente également dans le temps et on gagnera le delta entre son achat et sa vente. Lorsqu'on est passif, ce que l'on cherche, c'est non pas à gagner sur la valorisation de l'action, mais à gagner sur les dividendes. C'est-à-dire que chaque année, on a une redistribution des dividendes et du coup, on va gagner année après année un rendement par rapport à ces dividendes. La troisième méthode, qui est la méthode hybride, évidemment, c'est de gagner à la fois grâce aux dividendes, mais également sur la valorisation de l'action qui augmente. Alors, la stratégie d'investir sur les dividendes, elle est moins prolifique dernièrement. Cette stratégie est moins prolifique que la première, car depuis quelques années, les entreprises préfèrent racheter leurs propres actions et donc en faire augmenter le cours, puisque de racheter les actions, ça réduit le nombre d'actions et donc ça augmente leur valorisation, plus que de verser plus de dividendes. Un fort dividende n'est également pas un gage de performance de l'action et vous pouvez perdre bien plus d'argent sur la dévalorisation d'un titre que les dividendes, même maintenus et continus, pourront vous permettre de récupérer. Le rendement des dividendes est moins important que les obligations sur une longue période, or les actions sont plus risquées. Lorsque vous investissez sur une action pour avoir des dividendes, très souvent votre rendement il est inférieur à ce que vous pourriez avoir sur une obligation et l'action, la valorisation de l'action, elle est beaucoup plus risquée qu'une obligation. Donc quand vous investissez à long terme, que vous diversifiez votre patrimoine, pensez à ça. Souvent, plus que d'investir dans des dividendes, c'est plus intéressant d'aller sur des obligations à part. Hein. Donc là, méfiez-vous des dividendes qui sont trop importants. Donc tout de suite, je vois des personnes qui vont tout de suite à faire la liste de tous les dividendes qui versent 8, 9, 10%. Donc vous devez toujours faire attention parce que ce pourcentage de rendement de dividendes, il est fonction du cours de l'action. C'est-à-dire que si la valeur du dividende n'a pas changé mais que le prix de l'action a baissé, eh ben, le rendement a augmenté. Et qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez peut-être 10% de rendement sur cette action, mais vous achetez également une action dont la tendance dominante est baissière, donc c'est-à-dire dont la valorisation baisse. Et le gros risque, comme j'ai pu le dire dans cette diapo, c'est que même avec de forts dividendes, même s'ils étaient maintenus, eh ben, ce que vous perdez sur la dévalorisation de l'action sera beaucoup plus important que ce que vous pourrez récupérer, même en attendant plusieurs années, sur ce que vous allez toucher les dividendes. Donc ce qui est très important quand vous investissez en bourse, c'est de penser valorisation, gagner sur la valorisation, plus que gagner sur le dividende. Le dividende, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui est vraiment important, c'est d'investir pour gagner sur la valorisation de l'action. Si vous avez du dividende, vous devez le voir comme un bonus, comme un plus, tant mieux. Mais ce qui doit vraiment vous intéresser, c'est toujours la tendance dominante de l'action et son gain sur la valorisation. Donc, derrière, ce qui va nous intéresser, c'est gagner de manière active. Donc quand on est actif, il y a deux manières de gagner, il y a deux approches. C'est l'approche contrarienne, c'est-à-dire ça monte, eh ben, vous allez jouer la baisse. Et l'approche suivi de tendance, ça monte, vous continuez de suivre cette tendance. Alors, il faut éviter l'effet de levier, il faut diversifier. Ne empruntez pas pour investir. Il faut suivre le marché, c'est la stratégie du moindre risque. Seul le marché a raison, il ne faut pas vous entêter. Gérez vos risques et savoir ce que vous faites, du coup, donc vous formez. Parce que le but premier, c'est de durer. Et c'est sur le temps que vous allez construire vos gains et votre portefeuille. Donc c'est possible de réussir, mais il faut s'en donner les moyens. Donc derrière, vous avez l'analyse fondamentale, l'analyse technique.
et versus la bonne méthode. Alors l'analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode de Warren Buffett, de Graham, c'est-à-dire on va acheter la valeur d'une entreprise, mais on va acheter ses fonds propres. Et donc on va acheter une entreprise qui cote moins en bourse que la valeur de ses fonds propres, en se disant que du coup la valeur et cote tout simplement moins en bourse que sa valeur réelle. Donc si elle devait vendre tous ses bijoux de famille, elle vaudrait plus que ce qu'il y a en bourse. Donc on va acheter cette valeur-là en se disant que la bourse va du coup rattraper cette irrationalité-là. Donc le quid derrière, c'est de pouvoir calculer la valeur de l'entreprise. Donc les fondamentaux sont parfois impuissants face à la chute d'un titre. Il faut acheter la valeur, mais surtout dans le bon timing, pour éviter de rester piégé sur une valeur délaissée par le marché. On ne cherche pas à être pionnier. Être pionnier, c'est prendre un gros risque, c'est-à-dire que vous avez des valeurs, des entreprises, des actions qui vont coter en dessous de leurs fonds propres et qui vont continuer de baisser. Et là, les investisseurs du type Warren Buffett, fondamental, ils vont continuer à investir sur la valeur en se disant c'est de moins en moins cher, donc c'est de plus en plus une grosse opportunité, donc je continue d'investir. Et comme cela, ils augmentent la taille de cette position en risque dont la tendance dominante est baissière, ils augmentent leur risque sur une tendance baissière et donc tout simplement, ils se mènent eux-mêmes à leur ruine. Donc, c'est une chose d'avoir en effet une entreprise qui cote moins cher que la valeur de ses fonds propres. C'est une autre chose de ne pas avoir le bon timing. C'est ça qui va vous faire perdre de l'argent en bourse. C'est ça derrière qui va complètement saccader votre esprit, votre psychologie et votre confiance. Donc, pour éviter d'avoir les émotions qui rentrent en jeu, vous devez avoir le bon timing. Comme ça, vous vous mettez tout de suite dans le sens de la tendance. Donc c'est ça vraiment qui va être très très important. Donc, mes conseils pour l'analyse fondamentale, c'est qu'on évitera les sociétés d'ingénieurs ou dont le président et les salariés sont tout puissants. C'est-à-dire qu'ils sont plus préoccupés par la technique et se verser un bon salaire qui vide le compte de résultats et ils ne sont pas intéressés par les affaires, faire des profits et verser des dividendes. Donc ça, on oublie. Une fois celle-ci écartée, on va regarder l'actionnariat de la société. Vous devez rechercher un actionnariat d'excellence, un actionnariat long terme, un capital réparti entre peu de mains. Potentiellement, une entreprise familiale, c'est un plus. Les salariés actionnaires également, c'est un plus. Donc derrière, achat d'actions par les dirigeants et les managers stratégiques, là c'est encore mieux. Les achats d'actions par le dirigeant, c'est une chose, mais si vous avez les managers stratégiques qui achètent aussi, qui continuent d'acheter, là c'est quand même positif. Donc on évalue le management surtout pour les petites structures, parce que sur les grandes structures, le management en lui-même ne va pas changer les choses. Donc sur le compte de résultats, ce qui compte, c'est la dernière ligne, le bénéfice. Ensuite viennent le bon contrôle des coûts, la trésorerie disponible, préférer le challenger au leader, toujours. Les sociétés faisant des activités ne faisant pas rêver sont souvent les plus rentables. Donc les poubelles, franchement, tout ce qui est recyclable, ça c'est très rentable et sont délaissées par le public. Et ce que vous devez rechercher du coup, c'est la prévisibilité du bénéfice. Méfiez-vous des grands projets dont les prévisions sont surestimées pour attirer l'épargne publique. On évitera les business qui ont tous leurs œufs dans le même panier et dépendent de quelques clients dont les contrats sont court terme également. Donc c'est-à-dire il faut sans cesse avoir une équipe commerciale pour récupérer des nouveaux contrats et qui ont des risques juridiques à long terme. Donc ça c'est des épées de Damoclès. Quand on investit à long terme, on évite. La règle, surtout, c'est de n'acheter des entreprises que dont vous êtes capable d'expliquer le business à vos enfants. Si votre enfant, il arrive à comprendre le business, que vous arrivez à le décrire en 2 minutes, c'est que c'est bon, c'est que c'est un business qui va être profitable. Donc, également, méfiez-vous des PER. Donc, sur l'analyse fondamentale, vous aurez souvent du BPA, bénéfice par action, ou PER, Price Earning Ratio, pour essayer de mesurer par rapport aux bénéfices de l'entreprise et au cours de l'action, si l'action est chère ou pas chère. Ça veut absolument rien dire. Quand vous êtes dans un marché en crise, tous les PER sont bas, c'est pas pour autant que les actions remontent. Quand vous êtes dans un marché en euphorie haussière, tous les PER sont élevés, c'est pas pour autant que les actions s'effondrent. D'ailleurs, dès que vous avez une bulle, les analystes et que vous avez des PER qui tombent à 30, 40, les analystes arrêtent d'utiliser le PER, ils commencent à vous parler, à vous dire que la société vaut X fois le chiffre d'affaires. Valoriser une entreprise sur le chiffre d'affaires,
c'est uniquement quand vous êtes en train de construire une bulle que ça arrive. Donc ça, c'est tout simplement un indice. Donc, l'analyse technique, identifier les tendances et les suivre, toujours plus facile après coup. C'est une prophétie autoréalisatrice. L'analyse technique, ça marche. Pourquoi? Ça marche parce que vous avez de plus en plus de monde qui l'utilise, donc qui voit les mêmes signaux, qui prennent les mêmes décisions sur ces signaux-là, et du coup, lorsque ça se réalise, ça part tout de suite comme bouchon de champagne, puisque tout le monde prend la décision au même moment. C'est ce qu'on peut appeler donc une prophétie autoréalisatrice. Du coup, comme ceux qui sont restés sur la touche, qui n'utilisent pas encore l'analyse technique, ils voient comment ça fonctionne, ils voient que ça fonctionne, et ils se mettent eux aussi à utiliser l'analyse technique. Et donc, plus vous avez de personnes qui utilisent l'analyse technique, et plus ça va marcher. Donc, la clé, par contre, l'analyse technique, c'est d'attendre un bon signal et d'avoir de la patience. Il faut faire attention aux faux signaux. L'avantage de la stratégie du moindre risque, c'est que vous pouvez trader à court terme et à long terme. Vous avez un gain de temps, une détection automatique des opportunités. On peut travailler tout en investissant. C'est le trading. Vous pouvez tout à fait gagner beaucoup d'argent en continuant à travailler, en investissant sur des horizons de temps beaucoup plus long terme. Et donc, il faut préférer les indicateurs classiques. Personnellement, moi, je dis de préférer les indicateurs classiques. Il faut éviter les indicateurs un petit peu ésotériques. Il faut éviter de surcharger votre graphique, d'utiliser 10 000 indicateurs qui sont surtout bons a posteriori, en fait. Donc, ce que vous devez, c'est utiliser des indicateurs qui vous permettent de pouvoir anticiper les cours. Mais à la fin de la journée, ce qui est vraiment important, c'est le prix. Vous devez prendre votre décision sur le prix. Les indicateurs sont là pour infirmer ou vous conforter dans votre analyse sur les prix, l'analyse chartiste et donc l'analyse technique. Il faut aussi prendre en compte que la perte fait partie du jeu et donc il faut accepter ces pertes. Avoir raison une fois sur deux suffit à gagner en bourse à la condition de gagner gros quand vous avez raison et de perdre petit quand vous avez tort. C'est ce qui va faire la différence à la fin de l'année. Donc il faut attendre la convergence des signaux, mais la décision finale doit toujours venir du prix. Donc il faut adapter votre unité de temps à votre horizon de placement. Donc quand vous décidez d'investir sur une action ou quoi que ce soit, vous devez tout simplement vous dire « Ok, cette action-là, est-ce que je suis court terme? Est-ce que je suis long terme? Si je suis long terme, je dois prendre ma décision sur un graphique long terme. Mon décision d'achat et ma décision de vente. Si je suis court terme, je prends ma décision sur un graphique court terme. Donc, qu'est-ce que sont que les graphiques court terme et long terme? Donc, pour moi, si vous faites du scalping ou du day trading, c'est-à-dire que vous êtes très court terme, vous devez prendre vos décisions sur des unités de temps 1 minute, 15 minutes, et vous devez nécessairement pas prendre vos décisions dessus, mais avoir une vue globale de l'action ou du marché ou de l'actif en question via un graphique 1 heure, 4 heures, voire le daily. Vous devez toujours avoir la vue globale, c'est ça qui est important. Derrière le swing trading, donc plus sur du moyen terme, donc de quelques jours à quelques semaines, la décision doit se prendre sur le graphique 1 heure ou sur le graphique journalier. Et pour avoir une vue globale, vous utilisez le graphique journalier et le graphique hebdomadaire. La vue long terme, vos décisions doivent se prendre sur le graphique hebdomadaire, en unité de temps hebdomadaire, et la vue globale doit se faire sur le mensuel, voire le trimestriel. Donc, gagner, une question avant tout de mental. Alors, pour gagner, il faut tordre le cou à pas vendu, pas perdu. Pas vendu, pas perdu, c'est la personne qui continue de conserver son action alors qu'elle continue à baisser et qui potentiellement moyenne à la baisse, c'est-à-dire rajoute au pot en se disant eh ben, elle vaut moins que ses fonds propres, elle est de moins en moins chère, donc c'est une opportunité de plus en plus grande, donc je continue à en racheter, j'augmente mon risque et je vais droit à la ruine. Donc ça, pas vendu, pas perdu, vous arrêtez. Vous n'avez pas vendu, vous avez perdu parce qu'une moins-value latente, c'est pas récupérable. Si vous perdez la moitié de votre capital, toujours prenez en compte que derrière, il vous faudra multiplier par 2 votre capital pour pouvoir revenir au point de départ. Donc tout ce qui va bouffer votre capital, toutes les pertes qui vont bouffer votre capital, ça va vous handicaper pour la suite. Donc la préservation du capital doit être votre obsession numéro 1. Donc ça, je l'ai écrit en orange, c'est ce que vous devez vous l'écrire et vous le répéter. La préservation du capital. Pas vendu, pas perdu, je ne veux pas en entendre parler. Il faut plutôt dire et penser
c'est que vous n'avez pas perdu, vous avez gagné. Et surtout, vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné. Hein. Parce que le phénomène inverse est également équivalent. C'est que vous avez des personnes qui vont voir les plus-values augmenter, 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 ne pas se rendre compte qu'ils participent à une bulle, conserver en étant de plus en plus cupides et en se disant ça va monter jusqu'au ciel. Et du coup, d'un coup, ils vont commencer à reperdre leurs gains. Plutôt que de vendre et d'empocher ce qu'ils ont déjà gagné, ils vont se dire « Ah zut, j'aurais dû déjà vendre, je vais conserver, ça va remonter, je vais vendre quand ça va remonter. » Sauf que ça ne remonte jamais et que ça continue de baisser. Et psychologiquement, avoir des gros gains latents, les laisser s'effondrer jusqu'à zéro et potentiellement même sortir en moins-value, psychologiquement, ça vous fout en l'air. Donc, coupez ça. Vous devez être dans la préservation de votre capital en permanence. Donc, réduire les risques à leur minimum. Puis, une fois que l'on investit ses gains, enfin, on pourra se laisser aller à quelques anticipations de l'adrénaline. Vous voyez, moi-même, je me laisse aller à quelques anticipations. Mais je m'y laisse aller pourquoi ? Pourquoi dans la stratégie du moindre risque, je vous dis, vous devez suivre la stratégie, suivre la tendance dominante. Parce que vous devez préserver votre capital. Une fois que vous avez commencé à gagner, une fois que vous jouez, que vous investissez uniquement vos bénéfices, vos profits, et bien là, vous pouvez vous laisser aller avec la bonne taille de position en ne prenant jamais trop de risques, hein, mais vous pouvez vous laisser aller à quelques anticipations pour l'adrénaline, pour la satisfaction de l'ego, etc. Là, vous pouvez le faire, mais vous devez en être conscient quand vous le faites. Et donc, vous devez toujours le faire dans la bonne taille de position. On va en reparler. Donc, ce qui est très important, c'est de se donner les moyens de survivre pour apprendre. Il y a trop de débutants qui se jettent dans la mare et du coup qui vont cramer leur compte de trading en quelques jours. Vous donnez même pas le temps d'apprendre. Non, il faut préserver votre capital, faire en sorte au début de prendre le moins de risques possible pour comprendre comment ça marche. Commencez à faire votre propre expérience et vous allez voir que petit à petit, la bourse, c'est un art. C'est-à-dire que c'est l'expérience, la technique, mais ensuite l'expérience qui va vous permettre de mettre en place la stratégie qui sera bénéficiaire pour vous. Si vous ne vous donnez pas les moyens de survivre suffisamment longtemps pour pouvoir adapter votre trading et pour pouvoir justement derrière mettre en place votre discipline et votre routine, eh ben, vous allez cramer votre compte rapidement, vous allez dire le trading, c'est pas pour moi, le trading, tous ceux qui gagnent, ce sont des menteurs, et donc j'arrête. Non, c'est là justement où l'erreur est faite, c'est que ceux qui gagnent en bourse, c'est ceux qui se sont donné le temps d'apprendre, et le temps d'apprendre cet art, et c'est-à-dire le temps d'emmagasiner de l'expérience. Et pour emmagasiner cette expérience, vous devez réduire vos pertes au maximum et donc préserver votre capital pour survivre le plus longtemps possible pour emmagasiner du savoir. C'est ça le plus important. Donc évitez l'effet de levier si vous débutez. L'effet de levier, le trading de très court terme comme le scalping, c'est quand vous êtes déjà formé, c'est quand vous avez déjà vécu autre chose, c'est quand vous êtes déjà prêt, mature, expérimenté avec la discipline et la psychologie et la stratégie. Là, vous pouvez commencer à y aller. Et encore, avec une part de votre capital qui est moindre pour vous faire la main. Mais ce n'est pas en commençant par là, par le plus difficile, que vous allez vous en sortir en bourse. D'ailleurs, c'est pour ça que 95% des gens qui débutent et qui débutent sur du trading court terme perdent en bourse. Donc, comprendre la volatilité, elle est au cœur des marchés et donne de l'overtrading. Donc, derrière, vous avez toujours des gens qui se disent être long terme, mais qui, à la moindre fluctuation de l'action de 1 ou 2%, prennent peur et puis, derrière, vont acheter, vendre. Il n'y a jamais suffisamment de raisons pendant une journée d'acheter ou de vendre 36 000 fois, mis à part si vous faites du scalping ou vraiment du day trading très très court terme. Donc, vraiment, l'overtrading, faites très attention. Si vous sentez que vous faites de l'overtrading, il vaut mieux fermer le PC, prendre la journée off, vous retirer, aller prendre un petit peu d'air. Parce que l'overtrading, c'est jamais bon. Parce que qu'est-ce qui prend les décisions quand vous faites de l'overtrading? Ce sont vos émotions. Et là, vous transformez la bourse en une bourse casino. Et la bourse, ce n'est pas un facteur de chance. Il ne faut pas la transformer en bourse casino. Sinon, vous allez perdre comme au casino très rapidement. Donc, le marché est une succession de cycles.
les phases d'engouement et de dépression se succèdent. Ce que la majorité des débutants ne veulent pas croire, ils pensent que les arbres montent jusqu'au ciel et ce qui ne les empêchera donc pas d'acheter à prix trop élevé parce qu'ils veulent faire partie du train, ils ne veulent pas louper le train et donc ils achètent à n'importe quel prix. Et par contre, lorsque vous allez avoir derrière une ambiance qui va être euphorique, ils vont sauter d'opportunité en opportunité sans se rendre compte qu'ils prennent énormément de risques et qu'ils font de l'overtrading, qui ne prennent pas le temps de faire une analyse, de bâtir un plan de trading et de suivre avec discipline leur stratégie. Donc là, le marché, vous devez toujours vraiment retenir cette phrase. Le marché est la somme des craintes et espoirs quant aux bénéfices futurs. La psychologie est à l'œuvre et crée donc cette volatilité. Donc les personnes qui sans cesse vous dire achète, vente, achète, vente, achète, vente, qui sautent d'opportunité en opportunité, c'est le bruit de marché tout ça. Et le bruit de marché, c'est vraiment nocif. Vous devez vraiment ne pas le suivre parce que ça vous change. Donc évitez les forums boursiers, commencez par éviter le chat, d'après ce que je lis là aussi, lisez pas ça, continuez de m'écouter pour ceux que ça intéresse. Et donc c'est ça vraiment qui est important. Donc le cours de bourse d'une action réalise 80% de sa hausse sur 20% de son temps. Donc c'est ça, il faut le considérer, hein. C'est vraiment très important. C'est que vous n'avez pas de motif pour acheter et vendre continuellement, puisque 80% du temps, l'action ne fait rien, fait des zigzags. Et donc, si vous investissez pas à très court terme pour profiter de ces zigzags, si vous êtes à long terme, vous n'avez aucun intérêt d'y aller. Parce que ça va complètement, vous allez être complètement impulsif. Donc, évitez ça. Donc, concentrez-vous sur les tendances, sur les suivis de tendances. C'est 20% du temps de la vie d'une action, mais c'est 80% des profits que vous allez acquérir. Tout le reste, ça va vous coûter de l'argent, votre impulsivité. Donc, souvent, ne pas trader est une position en soi et souvent la meilleure. Je vois également énormément d'investisseurs qui ont toujours besoin d'être pleinement investis. Dès qu'ils vendent une action, ils veulent en racheter une autre. Non, prenez le temps. Être liquide, c'est une position. Ne pas avoir de position, c'est une position en soi. Et croyez-moi, souvent, être assis sur ses deux mains, ne rien faire, c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre pour préserver votre capital. S'il n'y a pas d'opportunité, n'achetez pas, ne prenez pas d'opportunité. Tout simplement, profitez de ce temps-là pour réviser, pour revoir des cours, pour revoir votre journal de trading, pour apprendre de nouvelles choses, pour sortir prendre l'air et profiter de votre famille. Donc ça, c'est vraiment très important. Ne pas trader, c'est une position en soi et c'est souvent la meilleure. Donc pour gagner en bourse, il faut donc se concentrer à identifier le bon timing de départ d'une tendance. C'est sur cela que ma stratégie est basée et comme cela que j'ai façonné année après année mon portefeuille. La martingale, alors il y a beaucoup de personnes qui vont parler de martingale. Moyenner à la baisse à chaque baisse de 25% de l'action. Donc à chaque fois que vous avez l'action qui baisse de 25%, vous devez doubler votre position. Et donc la martingale, c'est de se dire quand ça va remonter, eh ben, j'aurai une position gigantesque dont mon prix de revient sera lissé et donc je vais gagner énormément d'argent. Sauf que vous êtes en train de moyenner sur une action dont la valorisation est baissière, dont la tendance dominante est baissière, et vous ne savez pas où ça s'arrête. Et donc potentiellement, ça s'arrête à zéro. C'est-à-dire que vous avez continué de doubler votre position et vous avez tout simplement augmenté votre risque sur une position qui est perdante, d'une part, et deuxièmement, qui est en train de complètement vous ruiner. Donc psychologiquement, là, vous êtes foutu. Vous devenez complètement inactif. C'est pour ça qu'il faut se mettre des barrières, se mettre des limites, des stop-loss, pour pouvoir décider de couper. Donc soit vous êtes suffisamment fort mentalement et vous vous mettez un stop loss mental, c'est-à-dire que vous dites en dessous de tel niveau sur cette action-là, je coupe ma position, soit vous n'arrivez pas à réellement passer à l'action et à couper mentalement, et donc du coup vous devez mettre le stop loss physique, c'est un ordre de bourse stop loss, et d'ailleurs je préfère l'ordre à seuil de déclenchement et je préfère l'ordre à plage de déclenchement. Donc ça, c'est vraiment important. La martingale, si vous avez une tendance baissière, ça ne marche pas. Ça s'appelle moyenner à la baisse. Vous ne devez pas y aller. Par contre, ça peut fonctionner si votre tendance dominante est haussière à long terme et que en fait, vous avez une forte baisse de l'action sur un court espace de temps, mais que vous avez quand même une tendance haussière qui reste
qui reste haussière à long terme. Là, vous pouvez accumuler dans l'espoir que vous allez avoir un rebond. C'est le seul moment où vous pouvez tenter d'utiliser cette martingale et tenter de moyenner. Si la tendance est baissière, vous ne moyennez pas à la baisse, cette valeur ne vous intéresse pas, vous restez à l'écart. Donc suivre la tendance, suivre le marché, acheter car le marché est en tendance acheteuse, vendre car il est en tendance vendeuse, voilà la clé. Donc c'est ça qui est vraiment important. Donc le plus important, comprendre votre profil. Il faut savoir qui vous êtes, hein. Vous devez faire cette petite étude-là, savoir vous investissez à long terme, vous investissez à moyen terme, vous investissez à court terme. Est-ce que vous avez du temps disponible? Si vous n'avez pas de temps, il vaut mieux partir sur du moyen terme, long terme, swing trading hein, ou long terme. Si vous avez beaucoup de temps disponible, vous pouvez faire du day trading ou du scalping. Il faut sortir de votre tête que vous allez trader 30 minutes ou 1 heure par jour. C'est possible, mais vous n'allez jamais être devant les écrans au bon moment parce que avant que une tendance se mette en place, vous avez une configuration, vous devez être patient, vous avez une configuration qui va se construire et donc vous avez un temps d'attente. Vous ne pouvez pas vous permettre pendant ce temps d'attente-là d'être ailleurs, etc. Vous devez être devant les écrans ou tout du moins passer vos ordres pour pouvoir saisir l'opportunité. Donc vraiment les personnes qui passent 1 heure devant leur écran, qui vous disent passer 1 heure devant leur écran, elles réduisent également le nombre d'opportunités puisque ça va être très rare quand elles vont se mettre devant l'écran pile poil au bon moment pour jouer une opportunité et ça va être des mouvements microscopiques et donc ça va être essentiellement pour faire du scalping, etc. Et ils vont gagner des clopinettes. Donc vraiment là où c'est important, c'est de pouvoir attendre. C'est de pouvoir visualiser les configurations. Et plus vous êtes à long terme, et plus les configurations mettent longtemps à se dessiner. Et donc plus vous avez de temps pour visualiser cette configuration-là et prendre votre décision. Donc moins vous avez de temps, et plus vous devez aller vers du long terme, plus vous avez de temps, et plus vous devez aller vers du court terme. Encore une fois, il faut connaître vos objectifs financiers. Donc c'est ça qui est important. Mais donc vraiment, le plus important, comprendre votre profil. Une fois que vous comprenez votre profil, que vous avez choisi votre horizon de temps, vous devez y adapter l'unité de temps dont on a parlé précédemment. C'est ça le plus important, c'est d'adapter votre unité de temps pour prendre vos décisions en adéquation avec votre horizon de placement et votre profil. Je ne veux pas voir des personnes qui me disent être court terme. Le trade, donc ils prennent leur décision sur un graphique 15 minutes, le trade va contre eux, plutôt que de prendre leur perte, ils vont commencer à regarder le graphique journalier et me dire en journalier il y a un bon support à tel niveau, je vais jouer ce support là. Vous êtes en train de transformer un trade court terme en un trade de moyen terme, moyen long terme, donc vous ne respectez plus le plan, donc vous prenez un gros risque. Ça peut marcher une fois, 2 fois, mais croyez-moi à la longue, c'est tout simplement, vous allez perdre là-dessus. C'est très important. Donc, la taille de position, c'est la clé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la gestion du risque via le stop loss. Pour moi, le stop loss, c'est un outil. La première chose, le truc le plus important que vous devez faire pour gérer le risque en bourse, c'est votre taille de position. C'est-à-dire que si vous investissez une trop forte partie de votre portefeuille sur un seul titre, vous prenez un trop grand risque. Donc vous devez dimensionner la taille de votre position par rapport au risque que vous voulez prendre. Et le stop loss, lui, il ne doit pas être placé en fonction d'une perte de X euros maximum que vous voulez prendre. Non, le stop loss, lui, il est là. Il doit être placé en dessous de la zone qui fait que votre analyse est caduque, qui fait que votre scénario est caduque. Je vois trop souvent des personnes placer un stop loss à un pourcentage fixe ou à 200 euros ou 300 euros de perte. Non, parce que du coup, vous allez placer votre stop loss n'importe où sur le graphique, sur un support qui n'en est pas un, sur une résistance qui n'en est pas une. Donc, vous allez vous faire activer ou désactiver. Je vois également des personnes qui placent un stop loss très court sur les titres, donc à 1 ou 2%, et qui me disent qu'ils ont pris la valeur à long terme. Donc votre stop loss doit être en adéquation également avec l'unité de temps, avec votre horizon de placement. Mais surtout, c'est la taille de position qui va vous permettre de gérer le risque. Vous voulez pas prendre de risque sur une action, mettez pas plus, l'action est spéculative, vous mettez 5% dessus.
Vous voulez prendre un peu plus de risques, vous mettez 10 ou 15% de votre portefeuille dessus. Vous diversifiez. C'est là où on va parler également du risque d'être tout simplement sous-diversifié pour un petit compte. Évidemment, si vous avez un tout petit compte, les frais vont vous manger ça et vous ne pouvez pas vous permettre d'être diversifié sur trop de titres. Donc vous allez être obligé de prendre un peu plus de risques et d'investir sur moins de titres, sur moins d'actifs. Donc ça, voilà, c'est un des désavantages d'être sous-capitalisé. Mais ça n'empêche pas qu'avec la stratégie du moindre risque, vous pouvez augmenter votre portefeuille. C'est comme ça que j'ai débuté également, avec un petit portefeuille. Et derrière, en rajoutant, dès que je pouvais rajouter, pour grossir au maximum mon portefeuille à une taille optimale derrière. Donc, une bonne taille de position et investir dans le sens de la tendance dominante, voilà, ça c'est votre règle. Rien ne peut vous arriver à terme. Vous allez gagner, vous allez perdre, mais vous allez gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous allez perdre. Donc, c'est cela la stratégie du moindre risque et c'est comme cela que vous allez vraiment réussir en bourse, gagner régulièrement et durablement. Donc derrière, la surconfiance. Êtes-vous un bon conducteur? Si je vous pose la question, êtes-vous un bon conducteur? Vous allez me dire, oui, je suis un bon conducteur. Si je vous mets devant une situation d'accident, vous allez me dire, bah moi j'aurais pu éviter cet accident-là. C'est pareil en bourse, c'est de la surconfiance que vous pouvez avoir. Vous devez faire très attention à la surconfiance, parce que tout simplement, vous allez commencer à trop justement dimensionner. Vous allez commencer à investir de l'argent dont vous avez peut-être besoin dans votre quotidien. Vous allez vouloir du coup, pour gagner plus, investir plus et vous allez commencer à investir de l'argent dont vous avez besoin. Donc ça, pas une bonne idée. Ou au contraire, vous allez augmenter vos tailles de position plutôt que de diversifier sur 3-4 valeurs ou X plus en fonction de votre taille de portefeuille. Vous allez mettre du all-in sur une position. Ça, c'est de la surconfiance, c'est des risques inconsidérés. Ça peut marcher une fois, mais la deuxième fois, ça vous liquide le portefeuille. Donc, ce que vous avez en règle générale, c'est que pour expliquer la surconfiance, c'est que tout d'abord, vous jouez, vous gagnez. Donc, chance ou mérite, peu importe. Ces gains faciles viennent renforcer le sentiment de surconfiance, de fausse compétence. Parce que la plupart des gens qui gagnent facilement en bourse, sur des périodes euphoriques, vous disent « Ouais, je suis un expert, ouais, je suis super fort ». Ce qui pousse l'investisseur à la faute, en investissant encore plus. Puis à ne pas vouloir avoir tort et à s'entêter et moyenner à la baisse pour finir par tout perdre. Parce que le mec en surconfiance, il va vouloir perdre aucun de ses trades. Et donc du coup, il va s'entêter et il va conserver et il va augmenter sa position. Et ça, en un seul trade, ça va lui ruiner plusieurs semaines, voire plusieurs mois de trading gagnant. Donc, c'est un biais cognitif qui fait que l'investisseur accepte les données qui lui plaisent uniquement et qui vont dans le sens de son opinion propre et de son analyse. Il refuse d'intégrer, de prendre en compte les autres. La plupart d'entre nous voyons une vérité, mais qui est notre vérité. Elle est donc biaisée. La stratégie du moindre risque, c'est éviter de biaiser son jugement en suivant le marché, justement. C'est le marché qui doit être votre guide et pas vos émissions propres. Vous pouvez avoir des convictions, mais pas de certitude. La sous-confiance, au contraire, ça va venir sur vous avez peur de perdre et vous avez envie de vous refaire. Donc, vous allez vous pousser à de l'overtrading parce que vous allez vouloir ne louper aucune opportunité. Donc, c'est quoi? C'est trop de transactions, donc beaucoup de frais. Ça va être des achats d'impulsion. Ça va être, vous allez être court-termisme alors que vous n'avez pas nécessairement le temps et que vous êtes plutôt long terme. Donc vous allez vous affoler pour un oui, pour un non. Dès qu'il y a un petit peu de volatilité, vous allez complètement remettre en question toutes vos analyses. Alors que vous êtes long terme, vous allez trader à court terme de peur de reperdre des gains durement gagnés. Donc c'est-à-dire que sur des positions long terme qui se passent bien, vous allez tout de suite vouloir perdre pour vouloir vendre pour tout de suite récupérer quelques euros. Mais derrière, l'action va continuer de monter parce que vous aviez tous les indicateurs qui étaient au vert, mais votre psychologie, le fait que vous avez peur de reperdre les gains, vous a poussé à vendre trop tôt. Donc, voilà tout un petit peu toutes ces choses-là qui peuvent vous amener du coup à perdre en bourse alors que la stratégie est bonne. C'est votre discipline, ce sont vos émotions qui sont importantes. Donc, on conserve
j'ai pris alors peut-être que la personne qui l'a écrit se reconnaîtra, donc j'ai pris un commentaire qui pour moi résume bien la situation. Donc cette personne-là a écrit, oui c'est sûr, c'est plus simple, mais quand j'ai commencé, tout allait bien. Puis après, j'ai pris trop confiance en moi, j'ai rajouté de l'argent pour avoir un plus gros portefeuille, et là, ça a été le drame. Position trop importante, commencer à bosser un peu moins mes graphiques vu que ça allait, mauvaise idée, et recherche de gains plus rapides qui au final me font prendre de mauvaises décisions. Et puis au final, j'avais plus confiance en moi à force d'enchaîner des trades perdants. Et j'ai laissé passer des opportunités que j'avais très bien repérées juste parce que je me disais que j'allais encore perdre. Enfin bon, on va recommencer tout ça tranquillement avec des plus petites positions et on verra. Alors ce lecteur qui a écrit là, déjà il y a une chose qui est très bien, c'est qu'il en a conscience. Deuxième chose qui est très bien, c'est qu'il va persévérer. Troisième chose, c'est qu'il dit « je vais reprendre tranquillement ». Donc là aussi, vous devez prendre du recul. Donc vous devez pouvoir prendre ce recul-là et vous repartir sur les bonnes bases. Repartir sur la stratégie, la discipline appliquée à 100%. Ce n'est que quand vous commencez à jouer avec vos gains et que vous avez des gains importants que vous pouvez vous permettre de prendre 1 ou 2 trades un petit peu à l'adrénaline, un petit peu en avance. Donc, derrière, parlons du consensus et des conseils d'experts. Alors, la bulle spéculative expliquée par le consensus, c'est l'histoire des 2 restaurants. Vous connaissez cette histoire des 2 restaurants. Vous avez 2 restaurants qui se font face. On va prendre un exemple. 2 restaurants italiens, ils ont la même carte, ils ont les mêmes prix, rien ne les différencie, ils sont exactement de la même pareil, ils sont juste en face l'un de l'autre. Ils ouvrent tous les deux à 18 h. Vous allez avoir les premières personnes qui veulent aller manger, qui vont s'arrêter et qui vont faire leur choix totalement par hasard et qui vont s'arrêter à s'arrêter justement à un restaurant. Et puis le deuxième couple va arriver, va voir qu'il y a un restaurant vide et un restaurant où il y a déjà un couple. Ils vont aller évidemment au restaurant où il y a déjà un couple et ainsi de suite. C'est comme ça que vous avez à la fin, alors qu'il n'y avait rien au départ qui départageait les 2 restaurants, un restaurant qui est complètement plein et un restaurant qui est pratiquement vide avec seulement les personnes qui n'ont pas réussi à trouver de place au premier restaurant, qui ont dû par obligation aller au deuxième, mais pas par volonté. Donc c'est exactement la même chose en bourse, c'est que vous allez avoir des euphories haussières qui vont se déclencher, des spéculations haussières qui vont se déclencher, et c'est ce qu'on appelle les bulles spéculatives et qui n'ont pas lieu d'être sur le demeurant, de préférer une société par rapport à une autre alors qu'elles font exactement toutes les deux la même chose. Donc faites attention, de peur d'être pionnier et de briser le consensus, les analystes et soi-disant experts sont trop soucieux de garder leur clientèle. Donc ils n'oseront pas vendre avant que le marché ne baisse vraiment. Ils n'oseront pas également donner des options à l'achat avant que le marché ne monte fortement. Donc, grosso modo, ils sont toujours en retard. Donc, il faut relativiser les avis d'experts, se méfier lorsque tous les experts financiers sont tous d'accord. Donc là, il faut vous méfier. Considérez comme moins fiables les prévisions des analystes qui sont très médiatisées. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très médiatisés. Moi, je pars du principe qu'ils ont un peu moins de temps pour regarder derrière leurs analyses et remettre en question les analyses. Et donc, ils font que répéter, et donc s'auto-persuadent et ne passent plus suffisamment de temps à se remettre en question, remettre en perspective leur analyse. Donc ça, c'est dangereux également. Donc, prises dans leur ensemble, les prévisions des analystes sont plus souvent fausses que vraies. Donc, le timing est la clé. Suivre les experts ne vous donne pas le bon timing. Conformisme prévalent sur les prévisions objectives. Donc Keynes, il a dit quelque chose qui c'est « Nous consacrons notre intelligence à anticiper ce que l'opinion moyenne anticipe de l'opinion moyenne ». Donc en gros, vous avez des opinions collectives qui sont du coup complètement dénuées de sens. La solution, c'est donc de ne pas suivre les experts, même moi y compris, c'est de suivre les marchés. Suivez les prix, la vérité est dans le prix. L'opinion des experts sera toujours dans le consensus et dans la continuité de la tendance, donc sans grande valeur. Cela va dans le sens de la pensée dominante, mais nie la réalité du marché. Attention au contrarien, marketing de la peur. Donc derrière, vous allez avoir d'autres personnes qui vont toujours prendre le pendant et qui vont toujours être dans le marketing de la peur. Pourquoi ? Parce que la peur, ça fait toujours vendre plus. Et puis, tout simplement, ça attire l'attention. Donc vous allez avoir continuellement des personnes qui, même dans un marché haussier continu, vont vous parler de crack.
Ils finiront par avoir raison, mais ils n'auront pas eu le bon timing et toutes les personnes qui les auront suivis auront tout simplement perdu faute d'avoir eu le bon timing. Mais cette personne-là, derrière, se congratulera d'avoir pu prévoir la crise. Donc faites attention à ça également. C'est le bon timing, il est donné par le marché, il est donné par le prix du marché. Suivez le marché, c'est ça qui est vraiment important. Donc la certitude et l'accumulation, dite moyenne à la baisse, on en a déjà parlé. Achetez la tendance dominante. Moyenner à la baisse ne marche que si la tendance à long terme dominante reste haussière. C'est le seul moment où vous pouvez éventuellement le faire. Mais vous devez exactement savoir ce que vous faites. Or, la plupart des investisseurs la pratiquent lorsque la tendance dominante n'est plus haussière, mais elle est baissière. Et ça, c'est la ruine assurée. Vous continuez à rajouter sur une action qui est baissière. Donc ça, niet, il ne faut pas le faire. Donc, pour gagner en bourse, peu de place doit être laissée aux émotions. Pourtant, le commun des mortels considère la bourse comme un casino et va jouer en bourse plus qu'investir. Et quand on joue en bourse, on le fait avec toutes ses émotions et des biais psychologiques. Donc c'est amusant, il y a de l'adrénaline, mais on va perdre à terme. Les joueurs ont peur de perdre plus d'argent quand l'action continue de baisser. Du coup, ils se figent, ils ne font rien et ils continuent à perdre de l'argent. Mais ils ont également peur lorsqu'ils gagnent de l'argent de le reperdre. Donc ils tremblent en permanence et achètent et vendent sous des impulsions, trop jour, trop tôt ou trop tard. Sans plan de trading, sans stratégie et sans discipline de s'y tenir, l'investisseur se condamne à devenir un joueur. L'investisseur à moins de risques sait suivre son plan avec discipline, il sait patienter, attendre son heure avant d'acheter et attendre également que les raisons qui l'ont fait acheter ne soient plus vraies pour vendre. Ça, je l'ai surligné, c'est important. Attendez que les raisons pour lesquelles vous avez acheté l'action ne soient plus vraies. Et à ce moment-là, vous avez la raison pour vendre, mais pas avant. Donc, il sait qu'il ne peut pas toujours avoir raison et gagner tout le temps. Son but est de ne pas rester sur des opportunités qui n'en sont plus et de ne pas bloquer son argent sur des tendances qui n'en sont pas, mais de se focaliser sur les actions qui sont en tendance nette, soit 80% des profits sur 20% du temps. L'investisseur moins de risque n'est pas optimiste ni pessimiste, il est opportuniste. Il est capable de changer son fusil d'épaule, changer rapidement d'avis. Il n'est pas biaisé, il a des convictions, mais il n'a pas de certitude, ce qui lui permet de complètement changer son fusil d'épaule le plus rapidement possible. Il n'est pas prisonnier du passé ou du futur. Il est dans le présent et trade ce que les marchés font plutôt que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils devraient faire. C'est surtout le devrait faire qui est important. Ne réfléchissez jamais à la place du marché. Laissez le marché décider, suivez le marché. Vous devez être réactif. La préservation du capital est votre priorité. Avant de penser potentiel et objectif haussier, l'investisseur moindre risque pense risque, taille de position, stop loss, perte maximum. L'investisseur moindre risque pense probabilité et cherche toujours à les mettre de son côté. Donc vous allez toujours chercher pendant votre analyse de mettre toutes les probabilités favorables à votre trade et de ne pas aller contre justement la tendance, contre les différents indicateurs que vous pouvez voir. Donc au niveau de l'achat des penny stocks, ces titres sont acquis par des investisseurs qui rêvent d'une richesse rapide et sont attirés par la spéculation et la volatilité de ces titres sans en comprendre les risques. Très souvent, c'est des personnes qui ont des petits portefeuilles et qui essayent donc du coup d'avoir une rentabilité supérieure en prenant des penny stocks. Mais du coup, ils prennent énormément de risques, il faut donc savoir ce qu'ils font. Donc, ils sont surtout attirés par ces actions car elles leur donnent une impression de richesse en pouvant détenir plusieurs milliers de titres. On peut investir sur ces titres et en effet gagner beaucoup d'argent, mais à la condition d'appliquer les mêmes principes de la stratégie du moindre risque. Le problème avec ces actions, comme elles sont très volatiles, c'est que vous avez plus du coup d'espace pour que les émotions prennent le dessus. Donc vous devez faire preuve d'encore plus de discipline et d'encore plus de contrôle de vos émotions sur ces actions-là. Donc ça, c'est très important du coup d'avoir de l'expérience pour avoir ce contrôle-là. On peut investir sur ces... donc ça, je l'ai déjà dit. Donc le buy and hold est mort. Et si vous êtes passif, ça vous ruinera. La bourse, elle monte à long terme. Oui, mais combien d'entreprises survivent vraiment ? Je suis fatigué d'entendre tout le monde dire qu'à long terme, sur 50 ans, sur 100 ans, la bourse
elle monte, donc vous prenez absolument aucun risque de faire du buy and hold, c'est-à-dire d'acheter une action, de la détenir ad vitam aeternam. C'est faux. Si vous prenez le Dow Jones, depuis sa création, quelle est la seule valeur qui reste dans le Dow Jones aujourd'hui? C'est General Motors. Toutes les autres valeurs, elles ont fait faillite. Vous devez toujours savoir que, oui, si vous prenez le graphique historique à très long terme sur un indice, oui, cet indice prouve qu'il monte dans le temps. Mais les actions en sens sain ont changé. Donc si vous investissez sur des actions au sein d'un indice, il y a la probabilité que l'indice, lui, continue à monter puisque la majorité des actions montent. Mais vous avez quelques actions parmi cet indice-là qui vont baisser, qui vont être retirées et qui vont être remplacées par d'autres actions. L'indice, lui, va continuer à monter, sauf que vous serez en buy and hold sur une société qui est sortie en plus d'un indice, donc ça, c'est encore moins de notoriété, et qui est en forte tendance baissière. Donc le buy and hold, attention, c'est vraiment très important de comprendre ça. La passivité va vous ruiner en bourse, même si vous êtes très long terme. Il ne faut pas être passif, vous n'allez passer pas beaucoup d'ordres sur l'année, mais vous devez tout du moins continuer à suivre vos investissements. C'est ça qui est important. Donc il faut vendre quand les conditions ou raisons qui vous ont fait acheter ne sont plus vraies. Pas de mode espoir, pas de mode j'aurais dû vendre plus tôt, maintenant je vais attendre que cela remonte pour vendre. Voilà, ce genre de choses. Le timing, c'est tout. Sans timing, avoir raison vous coûtera quand même de l'argent. George Soros. Donc George Soros, il est très connu pour avoir anticipé l'effondrement de la livre sterling. Il a gagné des millions de livres sur ce coup-là. Mais il est un peu moins connu pour avoir anticipé la chute des actions technologiques dès 1999. Or, l'anticiper en 1999, c'était l'anticiper 2 ans trop tôt. Il va finir par avoir raison, mais 2 ans plus tard. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu plus de 30% et donc il a coupé sa position, il a sorti sa position. Et pire, comme il a été traumatisé par sa perte, comme il a été traumatisé par sa conviction qui s'est transformée en certitude, eh ben, lorsque réellement il y a eu le crack des valeurs technologiques, eh ben, il n'a pas repris ses positions à la baisse sur les valeurs technologiques. Donc il n'est pas revenu sur ce marché. Donc en bourse, il est coûteux d'avoir raison trop tôt. Et je dirais même qu'il est encore plus coûteux d'avoir raison trop tôt que d'avoir tort au final. Et avoir raison avec le mauvais timing, c'est avoir tort en bourse. Il ne faut pas, voir midi à 14 h, il faut vraiment partir avec cette idée-là. C'est vraiment important de le voir comme ça. Donc, on a l'exemple aussi du film de Big Short, mais le film de Big Short, le film de Big Short, donc c'est comment vous avez des personnes qui ont anticipé le crack des subprimes, sauf qu'ils l'ont anticipé là aussi 2 ans trop tôt. Et on voit à un moment donné que le fonds de placement, le fonds d'investissement, il est à moins 50%. Et la seule raison pour laquelle il ne sort pas de sa position, c'est parce que le directeur a empêché les clients de sortir leur fonds. Parce que sinon, les clients auraient poussé le directeur à sortir leur fonds en disant « mais tu fais n'importe quoi, le marché immobilier continue de monter, les actions continuent de monter et toi, tu vends à découvert, tu short et tu es en train de perdre notre argent et de nous faire louper le plus fort marché haussier. » Donc ça sert à rien d'avoir raison trop tôt. Et la problématique de ce film, c'est que ça vous donne une mauvaise idée sur comment gagner en bourse. Gagner en bourse, c'est pas avoir une certitude, y investir et derrière attendre et ne pas en démordre et attendre que ça se passe et attendre d'avoir raison. Ça va vous mener à la ruine, tout cela. Donc vous devez suivre le marché. C'est ça qui est vraiment important. Donc, attendre que ça commence à baisser pour vendre exige des nerfs ou à défaut une stratégie solide de moindre risque et la discipline de l'appliquer. Mais avec la bonne stratégie, il est possible de sécuriser vos gains tout en laissant le titre continuer de s'apprécier et ainsi laisser courir vos gains tout en dormant tranquille. Donc faites-vous votre propre opinion. Écoutez, lisez
tout ce que vous pouvez, mais réintégrez toujours les conseils que vous pouvez lire selon votre profil, votre capital, votre horizon de placement. N'écoutez pas les apprentis gourous qui, sans timing, vous indiquent la fin du monde tous les mois, marketing de la peur. Ils finiront par avoir raison, certes, mais sans timing auront coûté une fortune à leurs clients. Derrière, vous devez faire attention aussi aux personnes qui viennent sur les plateaux télévisés vous dire qu'il va y avoir une énorme crise, et donc ça leur permet de se faire connaître, mais quand vous regardez leurs fonds, quand vous regardez sur quoi ils investissent, ils continuent d'investir à la hausse. Donc vous devez également toujours faire la différence entre quelqu'un qui utilise du pur marketing en renouvelant que ça va baisser pour se faire connaître, pour être à contrario de la majorité et donc pouvoir se faire inviter sur les plateaux télé, surtout que c'est controversé, mais qui dans ses investissements propres, lui, continue d'être dans le sens de la tendance. Hein. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui a un double langage et qui cherche juste de la notoriété pour rameuter des personnes vers des clients vers son fonds. Donc ça, faites toujours attention et regardez un petit peu ce que les gens ont en portefeuille lorsqu'ils ont un discours qui n'a pas l'air trop adapté. Évitez les forums qui vous poussent à l'overtrading. Trop d'infos, tue l'info. Je le répéterai jamais assez. Évitez les forums, tout ce qui est forum Boursorama. La problématique de ces forums, c'est que vous avez des intervenants qui sont qualifiés, vous avez des intervenants qui font de bonnes analyses, mais ils sont complètement noyés par des personnes qui ne connaissent rien, qui pensent connaître, qui jouent les experts. À partir du moment où vous voyez un graphique, alors je vais vous donner une méthode simple pour savoir si vous avez affaire à un bon analyste ou si au contraire vous avez un débutant. Le débutant ou la personne qui se croit être expert, sur son graphique, il va y avoir 35 000 indicateurs et ça va être illisible parce qu'il va y avoir 35 000 courbes de tracé, des supports de partout, des résistances de partout, des obliques, des figures, etc. Vous allez en voir de partout. Il ne va pas savoir synthétiser sur ce qui est réellement important. Il est tout à fait possible de voir des supports, des résistances, beaucoup, mais l'analyse, quand vous publiez une analyse, quand un analyste il partage son analyse, lui, il voit tout ce qu'il y a à voir, mais ce qu'il va donner au lecteur, à la personne qui visualise son analyse, il va lui donner l'essence, ce qui est réellement le plus important à suivre. Et donc, il va synthétiser ça et donc donner une analyse qui est claire en ne mettant sur le graphique que ce qui est réellement important à voir. Donc ça, c'est comme ça que vous devez faire la différence entre un bon analyste et un mauvais analyste. Et donc, éviter de suivre les personnes qui ont des graphiques sur lesquels on voit tout simplement rien. Donc on arrive sur la fin, donc n'essayez pas de comprendre les marchés, suivez la tendance, n'essayez pas de décrypter une bonne ou une mauvaise nouvelle et son impact sur les cours. Donc là, n'essayez pas de savoir ce qu'auraient dû faire les marchés et derrière de me dire les marchés sont irrationnels. Non, vous devez suivre ce que le marché décide, c'est ça qui est important. Vous ne devez pas savoir si le marché va être content ou pas content, l'anticiper, vous devez attendre que le marché décide et vous devez suivre le marché. Donc le marché, il anticipe. Les cours d'une action ne sont que la somme des peurs et des espoirs sur le futur, jamais la réalité. La fluctuation du cours est donc émotionnelle. Vous devez être suiveur plus qu'anticiper. Il faut savoir quand tombent les statistiques, mais pas anticiper ce qu'elles feront ou comment elles vont impacter les marchés. Il faut se contenter d'être présent et de suivre le marché. Je ne veux plus entendre « le marché est fou », c'est n'importe quoi, ce n'est pas rationnel. Faites-vous une raison, suivez le marché, seul le marché a raison. Alors comment détecter une bulle spéculative ? Alors, la spéculation, elle s'étend des spécialistes aux épargnants particuliers. Ils commencent, les épargnants particuliers, à gagner facilement beaucoup d'argent et en parlent autour d'eux. Vous avez le syndrome du parfait débutant en bourse qui gagne une fortune, qui fait la une des médias, etc., etc. Tout le monde commence à croire qu'il est devenu un expert de la finance sans se rendre compte que, en fait, tout monte. Pour s'enrichir encore plus vite, du coup, les particuliers, ils découvrent l'effet de levier ou alors ils vont sortir des fonds dont ils ont besoin dans le quotidien pour l'investir en bourse. Ils vont utiliser des produits dérivés. Donc, les fusions et rumeurs de rachat motivent encore plus l'euphorie grâce à des taux d'intérêt bas et un argent qui coule à flot. Les valorisations deviennent alors fantaisistes. La moindre baisse est achetée. Tout le monde voit les arbres monter jusqu'au ciel. Les experts arrêtent alors dans leurs calculs de valorisation d'utiliser les bénéfices de l'entreprise, BPA ou PER,
pour justifier de leurs recommandations biaisées et consensuelles d'achat. Et ils se mettent à utiliser uniquement le chiffre d'affaires. Et combien le cours de l'action, c'est combien de fois la capitalisation boursière, combien de fois le chiffre d'affaires. Donc, derrière, vous allez avoir des affaires d'arnaque, de schémas de Ponzi qui commencent à éclater. Le retournement n'est alors plus très loin. Donc, à savoir que la bourse a une mémoire. Donc ça, c'est important, c'est l'expérience qui me le fait dire, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, vous allez toujours avoir une bulle qui vient toujours d'un secteur particulier, pour des raisons économiques au début qui sont totalement valables. C'est l'euphorie qui est ensuite démesurée. La bulle s'exporte alors sur les autres secteurs. Après l'explosion, le secteur qui a été la genèse de la bulle rebondira et remontera la pente dans un nouveau marché haussier, mais moins fortement que les autres secteurs. Donc il faut en général attendre 2 cycles de hausse pour voir les anciens secteurs objets d'une bulle renaître de leurs cendres. C'est-à-dire que quand vous avez eu l'explosion des valeurs technologiques en l'an 2000, lorsque vous avez eu la hausse des marchés financiers de 2003 à 2007, ces valeurs technologiques, elles sont montées, mais beaucoup moins que les autres secteurs. Et la bulle, elle s'est faite où? Elle s'est faite sur l'immobilier et elle s'est faite sur les valeurs bancaires. Et donc du coup, quand vous avez eu l'explosion des subprimes et l'explosion du coup des valeurs bancaires, la hausse qui s'en est suivie, les valeurs bancaires ont été complètement délaissées. Et c'est à nouveau les biotechnologiques et les valeurs technologiques qui sont revenus sur le devant de la scène. Et ce n'est en fait que maintenant que vous avez les valeurs bancaires qui reprennent le dessus. Donc la bourse a une mémoire. Pourquoi? Comment il faut l'interpréter? Tout simplement, c'est que vous avez des personnes qui ont perdu une fortune sur un secteur et qui donc du coup, sur plusieurs années, du coup, la fois d'après, elles vont dire bah non, pas les bancaires, je me suis déjà pris une claque, j'y retourne plus. Et donc elles vont préférer aller sur autre chose. Et puis évidemment, les cycles de bourse changent, les gens changent et donc se remettent à investir. Et même si les gens changent, la psychologie des gens, parce qu'on est tous humains, ne change pas. Et donc tout ce que je vous dis là, vous pouvez vous repasser la vidéo en boucle et en boucle dans plusieurs années, ça sera toujours valide. Comment détecter la fin d'un marché baissier? Le marché est complètement délaissé par les particuliers. Tous vous indiquent qu'il est impossible de gagner en bourse et que c'est une arnaque. Les experts sont également tous pessimistes et donnent des objectifs à la baisse et des recommandations à la vente. Les niveaux de valorisation sont faibles, mais peuvent le devenir encore plus. De nombreuses sociétés cotent en dessous de leurs fonds propres, mais ne semblent pas pour autant redresser la barre. Les fusions et acquisitions, il n'y en a plus. Personne ne trouve aucun argument pour la bourse de monter. Surtout, les produits dérivés à effet de levier sont beaucoup moins utilisés. Et pourtant, c'est maintenant que la stratégie du moindre risque commence à vous donner ses meilleurs signaux. Donc, on arrive sur la page de conclusion. Certains diront enfin. Je sais, je suis très bavard, mais c'est pour votre bien. Donc, pour résumer, définissez votre profil, objectif, horizon de placement, niveau de risque et temps disponible. Ça, c'est la base, c'est ce qui va vous permettre de faire découler tout le reste. Définissez votre capital à investir, considérez-le comme perdu. Est-ce que votre confort de vie change? Oui. Vous êtes trop gros, vous investissez trop gros? Non. Alors, vous pouvez investir cet argent-là. Pas de problème. Entraînez-vous avec le portefeuille virtuel de votre courtier. Mais passez en réel le plus tôt possible pour justement vous confronter à vos émotions, vous confronter à votre psychologie. Donc du coup, pour préserver le capital, ne mettez que 10% de votre capital en réel au départ pour vous faire la main. Ayez un plan de trading et ayez la discipline de vous y tenir. Investissez toujours dans le sens de la tendance dominante. Fixez toujours une limite de perte, un stop loss physique ou mental en fonction de votre horizon de temps. Et donc, mental, si vous avez la capacité, la discipline de pouvoir suivre les marchés et de pouvoir couper vos positions. Si vous n'avez pas la capacité mentale de couper vos positions, mettez un stop ou que vous n'avez pas le temps de suivre les marchés, mettez un stop physique. Très important, soyez patient. Donc, ayez la discipline d'être patient. Évitez les forums boursiers, tout ce qui marque tout et son contraire, qui va tout simplement vous faire du bruit dans votre esprit et qui va vous faire changer votre avis. Donc vraiment, vous pouvez lire, mais vous devez tout le temps réintégrer dans votre propre analyse. Donc,
Évitez l'over-trading, c'est ça le plus important. Tenez-vous-en au plan, suivez le plan. Donc, laissez courir vos gains, coupez vos pertes selon le plan. Soyez un opportuniste réactif, ne soyez pas optimiste ni pessimiste, suivez le marché, vous êtes opportuniste. Soyez un investisseur long terme au début des marchés haussiers, donc suivez la tendance, soyez au début des tendances, là vous pouvez être long terme. À la fin des marchés haussiers, vous êtes dans des ranges, donc c'est-à-dire des marchés qui font des zigzags. Là, ça ne sert plus à rien d'être sur du long terme, il faut se mettre sur du court terme si vous en avez le temps. Et pendant les marchés baissiers également, vous devez être à court terme pour pouvoir soit jouer les rebonds techniques, soit faire de la vente à découvert sur des espaces très courts sur ces phases de baissière. Ne moyennez jamais à la baisse une position perdante si la tendance dominante n'est plus haussière, ça c'est la clé. N'achetez pas parce que le prix est bas, la société peu chère ou le cours en survente. Ne vendez pas parce que la société est chère et le prix en surachat, on a pu en parler. Évitez les valeurs illiquides dont le carnet d'ordre est complètement vide. Attention au carnet d'ordre et à la taille de votre position, ne soyez pas trop gros par rapport à une taille de position du coup qui est trop grosse par rapport à un titre qui est illiquide pour vous tout simplement. Gérez votre risque avec cette bonne taille de position et le stop loss. Mais ne gérez pas votre risque avec uniquement le stop loss. C'est d'abord la taille de votre position qui est importante. Ne suivez pas les conseils ni le consensus, mais uniquement le marché. Le marché a toujours raison. Analysez vos erreurs et vos succès, ça c'est la clé de votre progression. Faites plus de ce qui marche pour vous et moins de ce qui ne marche pas. Et donc pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, vous devez l'écrire, vous devez tenir un journal de trading et donc le relire fréquemment pour pouvoir savoir qu'est-ce qui marche et donc continuer à le répéter et au contraire liquider ce qui ne marche pas. Donc, beaucoup de gens perdent de l'argent au lieu de se former, malheureusement. Se former n'est pas une perte d'argent, mais une économie. On économise du temps, des pièges, des pertes, et donc on arrive plus vite sur la route du succès en préservant son capital, réinvestissant ses profits, et donc en profitant des intérêts composés, comme j'ai pu vous le dire au début. La chance et le hasard n'ont aucune place en bourse. Au niveau des indicateurs techniques, il n'y en a aucun qui est un indicateur miracle. Donc arrêtez de chercher tout de suite, il n'existe pas d'indicateur miracle. Trop d'indicateurs tuent votre capacité de décision également. Donc concentrez-vous sur une poignée d'indicateurs qui marchent pour vous, que vous comprenez et que vous pouvez correctement utiliser. Pour moi, mes indicateurs, c'est que je regarde les volumes, je fais de l'analyse chartiste, donc je regarde les figures graphiques et derrière j'utilise la moyenne mobile average, donc la MACD, qui me permettent d'anticiper, de rentrer et sortir au bon moment. Je les utilise au quotidien et ils sont très puissants si on sait correctement les interpréter et les utiliser. Malheureusement, la majorité ne les utilise pas comme il le faudrait. Donc le plus important, c'est comment j'achète, comment je vends, quand je vends, quand j'achète, comment j'augmente ma position, comment je réduis mes positions, quel plan de trading j'ai. Et c'est là tout ce que je vous explique en fait dans la formation de la stratégie du moindre risque. Donc, au niveau de la stratégie du moindre risque, voici quelques performances qui ont pu être acquises grâce à la stratégie du moindre risque. Donc, on a du ArcelorMittal, donc en 7 mois, qui permettait de faire du plus 120%. En 7 mois également, sur du Arkema, on avait du plus 50%. ST Microelectronics, sur un trade de 3 mois, on aurait pu le tenir bien plus long terme, mais là, 35% en 3 mois. Voilà, et donc ainsi de suite. Et tout ça, c'est grâce à la stratégie du moindre risque et qui vous permettait de rentrer au bon moment tout en dormant sur vos deux oreilles. Donc aujourd'hui, j'ai un portefeuille assez important. Qui donc pour la plupart des personnes qui débutent, ça peut paraître compliqué de suivre mes achats et mes ventes. Sachez que tout est transparent sur mon site, mon portefeuille, mes achats, mes ventes, mes bons coups, mes moins bons coups, je transmets tout en fait et je vous montre tout. Donc c'est vraiment un plus pour vous, pour votre apprentissage. Mais ne cherchez pas à copier ce portefeuille tout simplement parce que vous n'avez pas la même taille de position et vous n'avez potentiellement pas le même profil que moi. Donc ce que j'avais fait
également pendant 5 mois, du coup, c'est que j'avais pris un plus petit portefeuille, un portefeuille de 19 000 €, et pendant 5 mois, je l'avais tradé avec la stratégie du moindre risque. Vous pouvez voir, donc, après 5 mois, la performance est de plus 86% avec tous ces gains différents. Je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà, pour les personnes qui cherchaient à me faire recommencer avec un petit portefeuille, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait l'expérience et vous avez la preuve ici que la stratégie du moindre risque va fonctionner. Que vous ayez un petit portefeuille ou un plus grand portefeuille, ce qui est important, c'est les grands principes de la stratégie. Donc c'est d'apprendre l'analyse graphique, d'apprendre également donc, quand acheter, quand vendre, savoir exactement prendre des décisions claires, comment utiliser le RSI et la MACD pour conforter votre analyse et du coup avoir un petit peu cette capacité à investir de manière tranquille, à pouvoir du coup avoir la discipline de suivre la stratégie et donc de laisser courir vos gains. Et c'est ça qui va vous permettre à long terme de gagner. La stratégie du moindre risque, c'est également un logiciel, donc un screener, qui va détecter les opportunités pour vous. Donc il y en a plusieurs qui vont s'adapter à vos différents profils et à votre horizon de placement. L'installation est facile, 5 minutes. Prise en main aisée, un gain de temps dans la détection des opportunités. Et ça, j'ai beaucoup de retours positifs et j'en suis très satisfait. Et puis surtout, je continue à les améliorer continuellement et à les adapter en fonction du marché. Et donc, vous avez des mises à jour qui sont complètement gratuites. Et également, dans la stratégie du moindre risque, vous avez ici des indicateurs maison, donc de GraphCO, qui vous permettent d'avoir tout simplement les signaux d'achat et les signaux de vente. Donc comme ça, vous vous creusez plus la tête, vous avez continuellement ce que la stratégie, je pense, de cette action-là. Et du coup, ça peut vous permettre de conforter ou non votre analyse et vous permettre de vous sentir accompagné également dans vos trades, dans vos investissements. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà toute une série d'exemples en fait où l'indicateur à chaque fois vous donnez les signaux d'achat et derrière vous donnez également les signaux de vente pour pouvoir sortir de cette position. Donc ça c'est vraiment une aide à la décision.